Cette hebdo-édition du dimanche 14 mai 2023, bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Le Cameroun devra affronter à un moment donné la réforme foncière. On passera par là, il faut que chacun retourne chez soi et il faut que les gens prennent des avis républicains dans ce sens-là. Professeur Claude Abbé, sociologue, et répondant au retrait par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de 90 titres fonciers dans le département du CAM, malgré certaines décisions du tribunal administratif du littoral. Maître Chalchungan, avocat et passe-bâtonnier de l'ordre des avocats, affirme que le foncier sera au cœur de la guerre la plus violente que connaîtra le Cameroun si on ne fait pas attention. D'ailleurs, selon des chiffres, la question foncière représente environ 80% des contentieux dans les tribunaux. Question, est-il possible de débattre de cette problématique sans l'adosser sur un conflit tribal? Comment faire avancer le débat sur le foncier? Comment désamorcer cette bombe? On en parle dans un instant. Et à la faveur de la fête de l'unité, le 20 mai, nous dirons quelques mots de l'unité au Cameroun. Thème de cette 51e édition, force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité, socle d'un Cameroun fort et prospère. On parle de tous ces sujets avec vous, Jean-Baptiste Ketchaten du Manidem. Vous êtes justement militant de cette formation politique. Vous êtes également journaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leila Nganzo et bonjour à tous. Alors, j'ai envie de vous taquiner avant votre sujet d'entrée sur un thème que vous avez l'habitude d'utiliser sur les réseaux sociaux. Bamilekong. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai donné la définition 1000 fois. J'ai même eu l'occasion de discuter avec un de nos enseignants sur l'élaboration et le contenu qu'on peut... C'est un élogisme, j'imagine. Pas vraiment. Il y en a qui pensent que je l'ai inventé. Je ne l'ai pas du tout inventé. Je l'ai juste repris et puis je l'ai mis au goût du jour compte tenu de l'ambiance que notre pays vit depuis quelques 3, 4, 5 ans. C'est quoi un Bamilekong? En gros, c'est un individu qui fait des choix politiques sur la base des préjugés, donc des préjugés qui peuvent être positifs ou négatifs, liés à l'ethnie Bamileke. Et ces choix-là sont des choix électoraux, c'est les choix de lignes politiques à suivre, c'est les choix de candidats aux élections. Bref, ce sont des choix politiques qui sont liés aux préjugés ethniques, liés notamment les préjugés ethniques adossés ou bien, comme on dit, connectés à ce qu'on appelle... Mais pourquoi avoir choisi d'axer le mot uniquement sur... les individus, j'imagine, d'origine de l'Ouest? Pourquoi avoir choisi uniquement cet texte-là? Non, c'est pas... Si vous écoutez bien ma définition, ça ne peut pas s'appliquer uniquement aux originaires de l'Ouest. D'accord. Moi, je suis originaire de l'Ouest, ça ne s'applique pas à moi. D'accord. Donc, le Bamilekong peut être un ressortissant, je ne sais pas moi, du centre. Bien sûr, tout à fait. Même si évidemment, la majorité est originaire de la communauté et membre de la communauté Bamileke. Est-ce que ce n'est pas insulteur ce thème? Je n'ai jamais dit que c'était positif, je n'ai jamais dit que c'était un éloge. Si vous considérez que c'est insultant, mettez ça dans la balance avec ce que ces gens-là font et qui détruit notre pays. Quand on dit à quelqu'un que votre choix est stupide, ce n'est pas un compliment. Mais quand un incendiaire... Je veux dire, sur quelle base est-ce qu'on juge le choix de l'autre au point de le trouver stupide? Chacun juge, je dis souvent, chacun est... C'est subjectif finalement. C'est peut-être subjectif, mais il y a des éléments objectifs pour indiquer que tel choix est mauvais. Sincèrement, quand vous prenez la situation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui, 6-7 ans après, et vous êtes journaliste, vous avez donc dû suivre l'actualité autour, comparer les premiers jours de ce mouvement-là, ce que nous autres militants de culture épéciste, moi je suis encarté au Manidem depuis 20 ans, je ne peux pas imaginer le nombre de méchancetés, de menaces, d'insultes que j'ai dû subir parce que nous étions l'une des rares formations politiques à dire que ces gens-là ont tort et qu'ils doivent arrêter ça immédiatement parce que ça va causer des désordres terribles et ça va faire souffrir inutilement les gens. Alors, vous voulez qu'on dise que ces gens-là, leur soit, en plus d'être stupides, en plus d'être criminels, n'est pas stupide? Alors, vous dites que vous n'êtes pas le premier à avoir employé ce... Pas du tout. Qui l'a employé avant vous? Parce que le mot... Ah, c'est je ne sais pas, mais quand j'étais enfant... Le mot n'est dans aucun dictionnaire. Mais,
est-ce que les mots que nous utilisons au quotidien dans le parler camerounais sont dans le dictionnaire? Non, mais on sait de quoi il s'agit. Quand on parle comme ça, on sait parce qu'il y en a qui veulent me faire le procès de la haine. J'ai même entendu un éminent professeur qui dit « Ah ouais, il déteste ses frères, et puis il déteste aussi les petits, parce que j'ai dit petites. » Bon, ce n'est pas du tout sérieux. Tout le monde... Ça veut dire animaux, hein. C'est quelque chose du même genre que l'autre là. Le plus important, Madame Ganzo, c'est que nous devons avoir un débat politique de qualité. Et ce genre de comportement empêche les débats de qualité. Et ce genre de propos, est-ce que ça favorise des débats de qualité? Oui, parce que ça veut dire insulter l'autre, réduire l'autre? En quoi est-ce qu'il... Ne pas respecter sa posture, ses points de vue. Dans le débat politique, oui, il y a des choses qu'on peut tolérer. Il y a des petits dérapages. Si ceux qui s'estiment insultés par ce terme-là consentent à renoncer au moins. Pour vous faire plaisir. Pas pour me faire plaisir. Est-ce que ça me concerne moi, madame? Ça ne me concerne pas à titre individuel. Sauf que c'est vous qui leur donnez ce nom-là. C'est moi qui utilise cette expression-là pour parler d'eux, pour les qualifier. Et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas honorable pour eux, ni pour moi d'ailleurs. Mais il faut bien l'utiliser. C'est de nature à faire avancer le débat. Bien sûr. Depuis que je l'ai utilisé, vous avez eu l'impression qu'ils ont eu le moyen de me répondre au fond. Non, pas du tout. Ils évitent le fond. Et ils disent, ah, maman, tu détestes les gens. Bon, moi, je rigole beaucoup. Quand quelqu'un vole au quartier et qu'on sort de la maison, on crie au voleur, il peut aller porter plainte parce qu'on a crié au voleur, c'est indigne pour lui. Quand on dit voleur au voleur, le voleur va aller me porter plainte devant le chef du quartier pour dire qu'il m'a insulté. Bon, c'est vrai que j'ai volé, mais bon, c'est simple, dépose ce que tu as volé et puis les choses sérieuses recommencent. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce dimanche, Jean-Baptiste Ketchaten. En face de vous, on reçoit Yves Abama. Il est enseignant, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, monsieur Abama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour compagnonnistes et merci de m'avoir invité. Je suis heureux de vous présenter l'ODPC sur votre plateau. Sans m'interroger, je voudrais dire quand même un mot sur l'expression Bamlékan. Et Jean-Baptiste sait que la première fois que j'ai entendu cette expression, que je l'ai lue dans un forum écrit par lui, je vous assure, j'ai piqué une colère. Je dis, mais c'est quelle... jusqu'au point où, pour me convaincre de ce que c'était pas une expression utilisée de mauvaise foi, il m'a dit que lui-même il était bamléké. Je pense que j'ai poursuivi quand même l'échange avec lui en lui disant que le fait d'être bamléké n'autorise pas à insulter les bamlékés. C'est-à-dire qu'il y a même l'auto-tribalisme n'est pas permis au Cameroun. Et c'est vrai, quand on l'entend parler, quand il explique sur le fond, on sent qu'il y a une volonté de tourner en dérision une certaine façon de faire. Mais je pense que là où elle a raison d'insister avec ce questionnement, c'est que voulant tourner en dérision une certaine façon de faire, vous effarochez de part et d'autre. Parce que imaginez un peu un bamléké qui est là. Attendez, il y a un innocent bamléké qui ne se fait même pas la politique. Il est au quartier, il entend quelqu'un dire sur Facebook, les bamlékons, sincèrement, il sera blessé. Non, pas du tout. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il reconnaît? Attendez, qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît la racine du nom par lequel on le désigne, associé à quelque chose qui fait idiot. Et du coup, c'est comme si on était en train de l'insulter. En fait, c'est comme ça qu'il va le percevoir, nonobstant vos bonnes intentions. Hein, parce que... Encore que Jean-Baptiste Ketchaten fait savoir que ça peut désigner également Voilà, et là c'est lui. Et vous voyez, et là c'est lui. Et là il me l'apprend aujourd'hui et je le comprends donc de plus en plus parce qu'à chaque fois il balance ça dans les forages. Je comprends pas. Avec l'explication d'aujourd'hui, je comprends de plus en plus. Mais au-delà de cette compréhension, je dis, ça continue à prêter équivoque, Jean-Baptiste. Et c'est d'autant plus que à côté tu as lancé un autre mot là pour les bêtis, les bêtites. Généralement, quand quelqu'un veut effaroucher les bêtis, il suffit de mettre ET, la bêtite, ça fait les animaux et puis ça devient les débats. À mon avis, vraiment dans une société où le débat politique est déjà si bas, si sale, si lamentable, on devrait éviter ce genre de choses. Sincèrement, on devrait éviter. Je ne suis pas en train de te faire un procès. Ah bon. Je suis en train de dire que tu pars d'une bonne intention, mais tu sais ce que je dis ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, je ne peux pas accepter ça. Si ta bonne intention, c'est de tourner en dérision une certaine façon de faire. Mais là, en le faisant, tu crées. J'ai bien compris. Parce que vous dites là que quelqu'un qui serait un individu honnête au quartier, qui serait d'origine bamléké, se sentirait frustré.
Si j'ai bien compris, c'est ça. Je te prends un cas. Moi, je suis Bafia. Si tu dis, par exemple, les Bafia fous ou les Bafia idiots. Oui. Parce que tu estimes qu'il y a une certaine catégorie, et tu as bien précisé qu'une bonne partie de ces personnes qui feraient des choses qui ne t'arrangent pas viennent de la région Bamileke. Ce n'est pas, donc, pas si par les rapport Bafia, à moi. une caste de Bafia pose un certain nombre d'actes et que tu décides de dorénavant dire les Bafia fous, moi qui ne suis pas concerné, je me sentirais frustré et honnêtement, je vais te garder dans... Non, attendez. Soyons un peu corrects, monsieur Abama. Vous êtes du RDPC. Oui. Vous voulez nous expliquer que la responsabilité dans ce pays peut venir de l'exemple que vous donnez à partir de ce que je viens de dire. Il y a des gens qui peuvent se sentir frustrés. Je le comprends parfaitement. Mais dès lors que si vous entendez quelqu'un lancer une insulte derrière vous, vous vous dites que c'est à moi qu'il s'adresse. Vous vous retournez, vous voyez que... non, écoutez, ne faites pas le malin. Je ne fais pas le malin. Je vous dis ceci. Quelqu'un qui n'est donc pas... Si vous considérez que ça va choquer tout le monde, cela veut dire que vous estimez que dans la communauté Bamileke, c'est plein de gens qui ne réfléchissent pas. Écoutez. Bon, elle vous a posé la question parce qu'elle estime qu'on ne réfléchit pas chez les Bamileke. C'est par rapport à son ressenti à elle, qui est le ressenti de beaucoup d'autres. Non, ça n'a absolument rien à voir avec... C'est un thème, ça n'a rien à voir. Encore que ce n'est pas... Encore que ce n'est pas... Messieurs, encore que ce n'est pas le débat, mes origines, et personne ici ne connaît exactement quelles sont les origines. Bon, je voudrais donc dire, pour terminer, monsieur Abama, si vous êtes en train de marcher dans la rue, et quelqu'un crie au voleur, vous vous retournez naturellement pour dire mais pourquoi il crie au voleur dans mon dos. Et vous voyez bien que ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. D'accord. C'est quelqu'un qui est Bamileke et qui est, comme vous l'avez vous-même dit, honnête, il ne peut pas s'arrêter dessus. D'accord. Avant de revenir à votre question d'entrée, peut-être Bob veut dire un mot sur cette expression. Est-ce que ça vous choque, l'expression utilisée en général par Jean-Baptiste Ketchaten pour désigner ces personnes qui font la politique d'une certaine façon à cause justement ou alors pour l'ethnie? Vous savez, les mots, on les fabrique en fonction de ce qu'on veut faire ressentir ou ressortir. Alors, quand M. Ketchaten explique, tout ce que moi j'ai compris, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui disent « je ne suis pas ton Bamenda ». Ça veut dire que je ne suis pas ton employé, mais ça ne veut pas dire qu'il est même d'origine du Nord-Ouest. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas ton Bamenda », parce qu'on sait qu'à l'époque, là, on les prenait pour mettre dans des champs, pour faire des travaux un peu réduits. Voilà. Et ce n'est pas seulement les Bamenda qu'on appelait des Bamenda. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas ton Bamenda », ça a une vision, ça ressort quelque chose. Je pense que c'est ce que M. Ketchaten voudrait dire, que le Bamilekon, ça ne veut pas dire que tu es Bamileke, mais ça veut dire que c'est ta façon de te comporter politiquement qu'on te colle ce nom-là. Voilà comment moi je comprends ça simplement. Bamilekon, pourquoi ne pas dire Bassakon par exemple? Parce que ça ne sonne pas pareil. Non, mais regarde, le Bamileke, je ne suis pas ton Bamileke. Ça ne sonne pas pareil. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Et puis, M. Abama, dans le débat politique, la question du comportement politique qui pose problème. Aujourd'hui, ce n'est pas plus dans la communauté de Bassa, puisque le RDPC a trouvé des rigolos là pour distraire le petit peu Bassa. Mais ça ne pose pas autant de problèmes que des gens qui s'en vont. Vous attaquez à des personnes qui ne sont pas sur ce plateau. Bon, ce n'est pas grave, ils peuvent répondre, madame. Mais ils ne sont pas sur ce plateau. C'est le débat politique. Vous voyez bien, des gens qui s'en vont casser des ambassades. Je ne suis pas fan du drapeau camerounais actuel. Mais quand quelqu'un prend le drapeau, il marche dessus. Vous voulez qu'on dise quoi? Que c'est quelque chose d'admissible, ça? Voilà, il y a plus... Écoutez, je suis très sérieux dans ce que je dis. En tout cas, on s'est compris, mais je vous conseille non, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on s'est compris. Non, moi, je vous ai compris. Il y a plus aujourd'hui, dans notre pays, des communautés où il y a le risque d'embrigadement tribal en politique que dans d'autres. Si vous êtes membre de la communauté Baka, qu'on appelle les Pygmées, sincèrement, tout ce débat-là, vous imaginez ça chez eux? Si vous êtes arabe, soit, vous entendez ce genre de problème? Mais moi, comme Bamileke, je sais que dans ma communauté, il y a ce problème-là. Et qu'il y a un problème grave pour le pays. Quand des gens sont bloqués et analysent la situation du pays
à partir du nombril qu'il est lié à leur maman, vraiment, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Alors, Yves Abama, constat, depuis quelque temps, le parti du professeur Maurice Kamto parvient à faire ses meetings. On a eu Bafoussam, on a eu Konsamba, on a eu Douala, on a eu Yaoundé. J'ai envie de demander pourquoi leur permettre ça maintenant ? Pourquoi aujourd'hui et pas avant? Je veux dire, comment est-ce que vous analysez ce changement de posture, on va le dire ainsi, de l'autorité? Le changement de posture est consécutif au changement de la qualité du discours. Vous n'allez pas me faire croire que dans le discours des responsables du MSC, vous n'avez pas vu une certaine évolution. C'est-à-dire qu'on est parti d'un radicalisme ahurissant entre 2018 et 2020 vers une espèce de détente, je dis bien dans la parole. Souvenez-vous que le professeur Maurice Kamto, à la veille des marches qui ont vu ces militants arrêtés et incarcérés, avait annoncé que toute convocation du corps électoral par le président de la République allait sonner comme un appel à des manifestations qui s'achèveraient avec la chute du régime. Si vous êtes un responsable du régime, vous êtes à Yaoundé, et quelqu'un vous dit, il vous lance un défi, parce qu'en réalité c'est un défi, il vous dit, ok, faites ceci, nous allons faire cela pour vous faire partir. Honnêtement, vous êtes sur le pied de guerre. C'est-à-dire que le régime a reçu ça comme un ultimatum, une menace clairement formulée pour dire, ok, dorénavant, voici sur quel pied nous dansons avec vous. Et du coup, le régime a dit, ok, la loi ne permet pas qu'on vienne faire des marches insurrectionnelles. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous signer une autorisation pour faire une marche dont l'objet est de venir le renverser. C'est surréaliste. Vous voyez? Donc, à ce moment-là... Je veux dire, aucune demande du MRC n'était formellement... Justement, aucune demande, parce que toutes ces demandes étaient adossées. Des fonds dilapidés pendant la CAN. On a eu des marches pour... Bon, ça sont des prétextes. Voilà, ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes parce que toutes ces démarches-là étaient adossées à l'annonce, je pense que c'était le 26 janvier du professeur Kamto. Et il avait précisé que les militants ne doivent pas attendre un autre appel. Il n'y aura pas un autre appel, celui-là est le seul. Vous voyez? Donc quand un parti s'est lancé dans des activités aussi provocatrices, quand un parti a pris l'option du défi, au lieu de prendre l'option de la collaboration républicaine, à un moment donné, il se braque au monstre froid qu'est l'État et que d'autres ont théorisé ailleurs. Donc je veux dire qu'en réalité, les meetings de ces derniers mois ne sont que la conséquence de l'évolution du discours. On a l'impression que le discours radicaliste s'est amenuisé de ce côté-là. Et nous voulons encourager le MSC à aller plus loin parce que n'oubliez jamais que ils ont ouvertement, ou plutôt de manière indirecte, soutenu un certain nombre de choses pas correctes dans ce pays. Des gens se sont retrouvés sur les plateaux et je rappelais ça à un militant du MSC dans un forum où je suis avec Paul Eyoum. Quand le maire Ekema de Bouya, le défunt maire d'Ekema décède, vous voyez un militant du MSC qui vient sur sa page, il vous dit « Ah, le maire vient de mourir, je m'en vais couper une bière. » Vous voyez? C'est pas la posture du parti, vous ne pouvez pas reprocher. Je veux dire que cette posture-là, quand il fait, on peut le reprocher parce que quand il fait... Ça n'avait rien à voir avec l'idéologie du parti. S'il vous plaît, quand il fait ça, un responsable du parti vient écrire en bas, s'il te plaît, va dormir, tu as beaucoup bossé aujourd'hui. Un responsable du parti dont je ne vais pas donner le nom parce qu'il n'est pas sur le plateau avec nous. C'est pour vous dire que le discours avait la caution du parti. Un autre sort, il vous dit, ah, mon père Phil Marshall, comment ça va? Je veux dire, quand on est responsable du MRC, on l'est partout, dans sa maison, dans son foyer, son lit conjugal. Je suis enseignant, je le suis partout. Vous voyez, à un moment donné, il faudrait que les gens soient conséquents, que les gens vous êtes enseignant, vous êtes militant du RDPC, vous l'êtes partout? Ben, je suis partout, sauf dans ma salle de classe. Dès que je suis sorti de ma salle, c'est déjà une exception. Voilà, je trouve que là, ça va dans le cadre de l'éthique. Mais dans la vie commune, la vie de tous les jours, je suis militant du RDPC partout. Je voudrais dire qu'en réalité, le MSC doit aller plus loin en prenant clairement ses distances avec les sécessionnistes. J'espère que... Il y a eu des communiqués par le passé. Il y a eu des communiqués par le passé. Il y a toujours des communiqués, mais que vaut un communiqué à côté des actes? Que ce soit avec la brigade anti-Sadina, que ce soit avec les sécessionnistes. Que vaut un communiqué quand les actes sont posés? Les actes de qui? Les actes de qui? Je suis en train de vous les donner. Oui. Quand des gens vont faire un meeting en Europe, ils appellent ça leur giga meeting. Ils vous disent qu'ils sont les enfants du Cameroun et ils acceptent qu'à ce meeting-là, des gens qui veulent partitionner le pays, viennent faire flotter le drapeau de leur pays imaginaire, l'Ambazonie.
Vous voyez? Et qu'eux, ils sont en train de communier avec ces gens-là, sincèrement. Bon, ça rame à contre-courant de tous les discours qui sont tenus pour la républicanité. Merci, Yves Bama. Encore que je tiens à le préciser, le MRC a toujours marqué ses distances. Dans le discours, mais dans les actes, zéro. Le MRC a toujours tenu à marquer à travers des communiqués ses distances, que ce soit avec la brigade de ces gens-là. Ils ne sont pas sur le plateau. Jean-Baptiste Ketchaten, je suis en conseil. Ils disent une chose, ils font le contraire. Yves Bama si vous dites à l'enfant, l'exemple vaut mieux que la leçon. Yves Bama, vous avez pu vous exprimer, c'était votre sujet. Ils ne sont pas là, je vais me taire. Je le précise, le MRC a toujours tenu à marquer ses distances, que ce soit avec la brigade anti-Sadina, que ce soit avec le mouvement des sécessionnistes. Alors, à côté de vous, on reçoit Mbambok Dieudonné Yebga, c'est une autorité traditionnelle. Bonjour Mbambok et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour et bonjour à tous vos invités. Je pense que c'est plutôt un privilège d'inviter un villageois avec les grosses têtes comme ça. Donc, je suis, comme vous m'avez appelé hier, j'ai dit à... Un villageois qui a été cadre d'une grande entreprise au Cameroun. Je dis ça, je dis rien. Bon, très modeste. Alors, je leur ai dit que je m'en vais apprendre, parce qu'avec toutes ces grosses têtes, je suis là pour apprendre et je leur rendrai compte. Alors, quelle analyse est-ce que vous faites de la polémique née de la suspension temporaire et à titre conservatoire de l'agence Touristique Express? En rappel, cette sanction intervient après un accident de la circulation impliquant Touristique Express sur le tronçon Minganga-Garoua-Boulaye avec 15 décès. Alors, certains critiquent la décision du ministre des Transports, quand d'autres la saluent. Alors, moi j'ai vu cette décision, et quand on regarde cette société, cette entreprise qui a plusieurs bus, et quand on regarde le nombre de passagers dans leur trafic, on s'est dit, est-ce qu'il fallait sanctionner l'entreprise ou l'individu? Moi, c'est la question que moi je me suis posée. Sanctionner l'entreprise, ça veut dire que tous ceux qui travaillent, parce que vous savez, un salarié a derrière lui toute une famille. Ça voudrait dire que pendant cette période-là, soit l'entreprise va souffrir, soit les salariés de cette entreprise vont souffrir. Donc, sincèrement, pour moi, il serait normal de sanctionner l'individu. Moi, Est-ce qu'on a eu le même débat quand il s'agissait des sanctions des autres agences? Parce que c'est pas la première sanction qui tombe. Et ce n'est pas la première sanction. C'est pour cette raison que quand je le dis... De ce type d'ailleurs. Oui, quand je le dis, quand vous m'avez appelé, j'étais dans mon village. Mais quand je suis sorti, j'ai trouvé une innovation sur la route Douala-Yaoundé. Parce qu'on m'a interpellé déjà plusieurs fois sur cette route, et que j'étais en excès de vitesse. Et moi, je leur ai dit que je ne sais pas comment vous pouvez me dire que je suis en excès de vitesse. Il n'y a pas de panneau. Et quand on a discuté, moi, on m'a entendu sur procès verbal, je leur ai dit, parce qu'on m'avait arrêté au sorti de Pouma, que j'étais à 117 km à l'heure au lieu de 60. On m'a dit, au lieu de 50 même, c'est ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit, à la sortie d'une agglomération, vous étiez à 117 km à l'heure. J'ai dit que moi, quand j'apprenais le permis, on m'avait dit à l'entrée de l'agglomération, mais jamais à la sortie de l'agglomération. Et que les panneaux que moi je vois souvent au sud-ouest, fin de limitation de vitesse, il n'y en a nulle part. Mais ils sont déjà mis. Quand si vous prenez la route de Douala-Yaoundé maintenant, vous allez voir les plaques noires, blancs avec... Oui, ils ont déjà mis ça. Donc cette limitation de vitesse permet, ça dit quand on entretient la route, ça permet donc, même ceux qui conduisent, prennent des dispositions pour bien conduire. Moi, maintenant, quand je roule, là, vraiment, je suis à l'aise. Parce que je sais que là, je suis à 60, là, fin 60, là, je suis à 80. Je respecte ça et on est à l'aise. Mais quand il n'y en a pas, on roule comme on peut. Donc, vous comprenez donc qu'une sanction comme celle-là devrait être une sanction parce que ce n'est pas touristique. Qui va arranger les routes, c'est pas touristique qui va mettre des panneaux de signalisation, c'est un individu qui doit se concentrer parce qu'il y a même les panneaux imaginaires. Ils arrêtent, vous étiez à 80 à une plaque de 50, alors que c'était une plaque, il y avait une plaque de 50 ou 60 à cet endroit qui est tombée, mais comme ils savent qu'il y avait une plaque là, ils mettent leur caméra là. Je leur ai dit ça. J'ai fait 3 dépositions sur cette route parce que moi je sais. Je maîtrise les plaques qui sont là. Donc, j'ai essayé de faire ce jeu et
Et on a relevé tout ça. Je pense que c'est par rapport à ces rapports-là qu'il corrige, mais il faut qu'il fasse ça partout et ça permettrait donc aux chauffeurs de maîtriser la route et on n'aura pas ce genre d'accident. D'accord. Merci en tout cas, Mbongbo Dieudonné Yebga, d'être avec nous ce dimanche. On reçoit également Paul Eyoum, militant de l'AFP. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leila, c'est l'AFP et moi qui vous remercions pour l'invitation. Bonjour membres de ce panel et surtout aux fidèles téléspectateurs de ce programme. D'accord. Alors, je vous sais passionné de foot. Comment est-ce que vous analysez la série de contre-performances du Cameroun sur la scène internationale, avec sensiblement toutes nos sélections qui sortent des compétitions par la petite porte? Je vais dire, on a eu les Lions indomptables au Qatar, on a eu les U20, on a eu les U17, on a eu les U23. Comment est-ce que vous analysez ces contre-performances-là? Je sais déjà que si ça n'avait pas été Samuel Eto'o président Africafoot, il n'y aurait pas eu ce débat. Parce qu'en réalité, donc, il faut se dire la vérité, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent montrer, c'est que depuis qu'Eto'o est là, depuis 1 an, rien ne marche. C'est ça l'objectif, en réalité. Mais lorsque vous regardez, vous savez, le football, ce n'est pas les résultats, c'est pas aujourd'hui, c'est un processus. Donc, quelles sont les écoles que nous avons mises en place, les académies, depuis toutes ces années? Parce que ce qui se passe, c'est que le sentiment que nous avons, quand on observe, c'est que Samuel Eto'o est arrivé comme celui-là qui dit que pour qu'on ait les fruits, il faut d'abord retirer le goudron. Il faut aller dans la terre, il faut mettre la plante. Mais les gens vous disent que non, vous voyez comme il est en train de casser le goudron, il casse le goudron, il casse le goudron. Et dès qu'il vient, il met la graine. Comme la graine, il faut du temps pour que les fruits poussent. Pendant ce temps, les gens crient, vous voyez, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fruits. On revient, on veut mettre le goudron pour que les fruits ne poussent jamais. C'est ça l'objectif en réalité. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, je crois qu'il faut plutôt regarder depuis l'époque, j'ai cité Eto'o, Ndjemba, Nditap, tout ce qui sortait de l'école de brasserie, de la KS, etc. Est-ce que le Cameroun a encore une politique en matière de football, de détection des talents? Il y avait la Coupe Top, avant qu'il y ait un événement national où tous les jeunes voulaient aller participer. Samuel Eto'o lui-même, il a joué la Coupe Top. C'est là-bas où on détectait les talents et on les encadrait. Il y a eu la Fundesport. D'ailleurs, vous avez beaucoup de produits. Vous avez Fabrice Olinga qui était là, le gardien Fabrice Ondoa. Je crois qu'André Nana lui-même, c'est un produit de la Fundesport. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quand Eto'o a eu le terrain à Kribé, encore nous-mêmes les Camerounais, nous sommes allés faire le faux. Il était obligé d'abandonner ce terrain pour aller investir au Gabon. Donc, lorsque nous faisons donc des choses comme ça, où nous-mêmes nous plombons la détection des talents et tout ce travail de préparation qu'il a fait, ce n'est pas aujourd'hui, il faut croire que c'est ceux qui sont arrivés là en 1 an, qui sont venus détruire tout. Non, c'est qu'il faut revenir à la base. Et c'est ce travail que l'exécutif de l'Africafoot se tue à vouloir faire actuellement. Et ce n'est pas nouveau. Il y a des générations, par exemple, l'Espagne, sa génération dorée, entre 2008 et 2012, qui raflait tout. Le tennis, c'était Nadal. Le football, c'était l'équipe d'Espagne, champion d'Europe 2008, champion du monde 2010, champion d'Europe 2012. L'Allemagne même est sortie à la dernière Coupe du Monde. Donc, vous voyez que les débats, même, et pas seulement les débats, il y a des périodes où ça peut arriver comme ça. Mais chez nous, le problème, c'est qu'on ne veut pas voir le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il faut repartir à la détection de ces talents-là. Travailler, même l'équipe nationale, senior. Quand moi, je vois cette équipe même à la Coupe du Monde, les gars, ils se battent comme ils peuvent, mais ça ne reflète pas le niveau du Cameroun qu'on a connu par le passé. Et chez les juniors, est-ce qu'il y avait le championnat junior? Ceux qui étaient là avant l'exécutif actuel de l'Africafoot, est-ce qu'il y avait le championnat jeune, les catégories? Est-ce qu'on les jouait? Non. Donc les gens ne veulent donc pas qu'en 1 an, on va faire un miracle. Non. Concentrons-nous sur le travail, donnons le temps à l'exécutif de l'Africafoot et peut-être d'ici 1 an, nous aurons de meilleurs résultats. Merci en tout cas pour Léon d'être avec nous ce dimanche. Alors, depuis plusieurs jours déjà, le débat au Cameroun est centré sur une sortie du professeur Claude Abbé. Beaucoup, comme la Commission des droits de l'homme, lui reprochent d'avoir tenu des propos haineux. 2 questions. Alors, Mbombok, on repart avec vous. Est-ce que vous lui faites le même reproche au professeur Claude Abbé d'avoir tenu des propos haineux? Et est-ce que et si c'était même le cas, est-ce que c'est un cas isolé? Ah, ça fait la répétition. Alors, quand on dit chacun doit rester chez lui, moi j'ai compris ça, c'est... Vous savez, quand c'est gâté, c'est gâté. Quand vous êtes dans un désordre, tous les coups sont permis. Donc c'est comme ça que moi j'ai pris ça. Mais je ne pense pas que, en le disant, il le disait du fond du cœur pour engager une guerre quelconque. Mais c'est pour exprimer peut-être quelque chose que lui ressent. Alors,
Comment justifier ça? Moi, je suis d'Union Mekele. Le 2 mai 2023, il y a un arrêté préfectoral qui interdit toute vente de terres dans le département d'Union Mekele. Alors, c'est sorti comme ça, les gens apprécient. Il y a des gens qui sont contents qu'on a interdit la vente des terrains dans le département d'Union Mekele, mais sans connaître le fond de ce problème. Le fond du problème, c'est quoi? C'est que dans l'arrondissement de Diban, on va construire un très grand barrage de retenue d'eau. Et tous les habitants de cette zone doivent être recasés ailleurs. Et ils doivent être recasés dans leur même regroupement. On a donc identifié les zones non utilisées et que l'État va récupérer. En récupérant donc ça, ceux qui sont donc au parfum de ça vont dire que, bon, pour que je ne perde pas mon terrain, je le vends tout de suite. Tant pis pour ceux qui viendront après. Et comme le préfet est donc au courant de ça, il a donc interdit toute vente de terrain. Vous comprenez donc que, parce que les gens pensent que peut-être, au lieu de recaser ce qu'on va détruire là-bas, on peut utiliser ça pour injecter d'autres personnes. Et ça fait donc que quand Claude Abbé dit chacun doit rester chez lui, le chez lui est compliqué. Parce que nous sommes des Bantous. Quand nous disons que nous sommes des Bantous, le lien que nous avons avec la terre, c'est un lien très très important. Vous allez voir ceux qui sont des nomades vont souvent prendre la force ailleurs parce que leurs ancêtres sont là où ils vont faire le pèlerinage. En fait, c'est ça. Mais quand nous avons nos terres, parce que quand un enfant naît, on enterre son cordon ombilical, c'est pour un lien avec la terre. Et quand on a donc ce lien-là, et qu'on t'enlève de là, pour que tu ailles ailleurs, mais c'est te chasser, c'est te détruire. Donc chacun doit rester en réalité là où son cordon ombilical a été enterré. Quand on va de gauche, on va à droite, on perd notre spiritualité. Là, je parle en tant qu'autorité traditionnelle, parce que c'est notre spiritualité qui nous guide. Mais aujourd'hui, on se colle à la spiritualité importée qui nous détruit en réalité et on perd tout. Donc, quand Claude Abbé dit chacun doit rentrer chez lui, chacun doit déjà être chez lui. Moi, je vais vous prendre un exemple bête comme ça. Quand on achète, nous qui sommes ici à Douala, il y a des gens qui sont partis acheter des terrains. Quand tu vas acheter un terrain ici à Douala, chez Eyoum par exemple, il te dit 25 000 francs le mètre carré. Tu prépares l'argent. Après, il te dit il faut donner la nourriture. Tu dis que c'est l'escroquerie. Non. C'est comme la dot. Parce que quand une femme parle de ses parents pour le mariage, cette dot-là, c'est pour libérer l'esprit, pour que l'esprit aille à la nouvelle famille. C'est exactement la même chose quand on achète un terrain. Ce qu'on donne là, c'est pour s'approprier de cet endroit-là, que les esprits doivent reconnaître que cet endroit n'est plus le terrain de Paul Eyoum, c'est plutôt désormais mon terrain, parce que tu as fait ce geste-là. Mais quand on ne le fait pas, on est perdu. Donc quand Claude Abbé dit chacun doit rentrer chez lui, moi je comprends que chacun doit garder son esprit chez lui pour avoir la spiritualité. C'est comme ça que moi je comprends ça. D'accord. Alors, Jean-Baptiste Ketchaten, au-delà de la polémique suscitée par cette sortie, l'autre problème qu'elle pose est celui du foncier, la question foncière. Est-ce que vous direz que c'est une question qui mérite d'être débattue aujourd'hui au Cameroun? Bien entendu. Le problème du foncier, c'est gros comme on est sur le visage. Tout le monde voit que ça pose d'énormes problèmes. Vous avez donné les stats tout à l'heure, il suffit d'aller au tribunal. Vous avez l'impression qu'on a fait les tribunaux au Cameroun pour que les gens viennent porter plainte au sujet des titres fonciers, des terrains. C'est un trafic incroyable. Incroyable. Et ne regardons pas l'affaire du simple point de vue de la propriété du foncier. Le foncier, c'est l'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on aménage le territoire camerounais? On a l'impression que le gouvernement se dit que bon, on peut étendre la ville de Douala, par exemple,
jusqu'à 30 km à partir de la poste de Bonanjo. Est-ce que c'est sérieux? Vous allez à Yaoundé, vous bientôt aussi vous ferez 30 km à partir de la poste centrale. Est-ce que c'est sérieux? Ainsi de suite, vous allez à Bafsam, vous allez à Maroua, tout ça. On a l'impression qu'on laisse les gens faire n'importe quoi. C'est une question essentielle parce que l'économie et l'aménagement du territoire sont fondamentaux, comme l'éducation, comme la santé. C'est des données fondamentales pour l'évolution d'un pays. Et en ce moment-ci, on n'est pas du tout en train de donner un exemple de bon aménagement du territoire. Le foncier à Douala, par exemple. Quand quelqu'un travaille à Akwa, ou est commerçant au marché central, ou s'en va faire son bambé à Mambanda, et habite Lok-Dessous, PK21, je donne des exemples. Il fait comment pour aller au travail? Et pour revenir, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de, comment on appelle, des bateaux là qui pourraient, je ne sais pas moi, descendre le fleuve du Vouri pour ramasser des gens à un point et les placer de l'autre côté. Il n'y a rien. Le principal transporteur à Douala, je ne suis pas allé consulter les chiffres, etc. Mais c'est le Benskin. Certains vont vouloir contester cela, mais c'est visible par tout le monde que le plus gros transporteur à Douala, c'est le Benskin. C'est lié à l'aménagement du territoire. Donc, la question est tellement importante que les élucubrations d'Abbé ou bien de Onanguiné, je ne sais pas, Tchunga et les autres, on devrait mettre ça de côté pour poser la question centrale que les UPCistes ont posée depuis plus de 40 ans. Ça fait 43 ans que leur programme a été publié. Il a dit, bon, la terre doit être sortie du commerce ordinaire. On ne vend pas la terre comme on vend ce stylo à billes, on vend une voiture, on vend un paquet de tomates qu'on a récolté dans son champ. C'est comme ça que le débat devrait se présenter. Malheureusement, au Cameroun actuellement, tout à l'heure vous me reprochiez, entre guillemets, de parler de Bamilikon. Malheureusement, au Cameroun... Je ne fais aucun reproche, j'essaie de comprendre, Jean-Baptiste. Bon, je vous chahute. Malheureusement, quand les problèmes sont posés, il y a des spécialistes de la déviation et de l'enfumage qui veulent faire croire aux gens que le problème se pose ailleurs que là où il est. Nous pouvons le dire aujourd'hui, le territoire est mal aménagé. Et quand il est mal aménagé, tout le monde est mal à l'aise. Sauf, évidemment, les gens du RDPC qui ont organisé tout ça. Parce qu'eux, ils peuvent prendre n'importe quel... Allez au tribunal, vous regardez, il y a des choses invraisemblables. Et quelqu'un est installé sur un terrain depuis 50, 60 ans, c'est son grand-père qui avait fait le titre foncier. Et puis un beau matin, on vient lui dire que non, ton titre foncier là n'a pas de valeur. Vous allez voir des immeubles bâtis dans les plus vieux arrondissements du Cameroun, donc Douala 1er ou bien le centre de Yaoundé. Il y a des conflits sur double titre foncier, sur des parcelles, même des quartiers huppés comme Bastos. Parce qu'on peut encore comprendre ça dans des endroits où, bon, on est encore en train de faire le Kotamni, l'âme, les gens jonglent un peu et qu'il y ait des petites frictions. Mais vous avez l'impression qu'en dehors du palais de Toudi, vous allez au service du cadastre, vous dites que donnez-moi un titre foncier. Ici, là où on est, là, tout le monde sait que c'est feu monsieur Soin. On dit, ah, c'est oui, ok, tu as combien? On te donne. Vous allez dans nos villages, vous voyez des gens qui viennent, ils prennent d'immenses zones agricoles. Il y a des gens qui sont des paysans sur ces zones-là. Il y a des gens qui sont des bergers dans ces zones-là. On leur dit, bon, vous ne pouvez plus passer ici. On fait venir même la gendarmerie, on tabasse les gens. Chaque jour dans nos quartiers, vous voyez, on casse des maisons. Quelqu'un construit une maison, je ne sais pas comment est-ce que les gens ne se révoltent pas plus par rapport à ça. Quelqu'un construit une maison, même si c'est sur un terrain litigieux. Vous pensez vraiment que le fruit de 20 années d'efforts, on peut venir comme ça, même si la personne avait fait une erreur. Donc on peut multiplier les exemples pour montrer que le problème du foncier se pose aux Camerounais les plus humbles et que c'est la conséquence d'une mauvaise orientation politique. On ne peut pas dire que la terre est dans le commerce. Il faut d'abord retirer ça. Il n'y a pas de commerce sur la terre. On peut avoir un droit d'usage,
on peut avoir un droit de location. On peut imaginer toutes sortes de configurations pour régler le problème. Et puis, plus important, nous n'avons pas inventé la terre, donc nous ne pouvons pas l'utiliser n'importe comment en disant, bon, même si j'ai gaspillé, il y a les générations qui viennent. Parce que si ceux qui étaient venus avant nous avaient utilisé la terre comme nous l'utilisons maintenant, et quand je dis ça, je regarde à l'échelle du monde, globalement, la terre se réchauffe. Par la faute de qui? Du système capitaliste, qui fait croire aux gens que, bon, moi j'ai de l'argent, je prends, pour construire une villa honnête, vous avez une famille de 4-5 personnes ou bien même de 10 personnes. Si vous avez 300-400 mètres carrés, ça suffit pour faire même de quoi un jardin. En France aujourd'hui, je prends un exemple parce que les gens aiment beaucoup parler. En France aujourd'hui, ils en sont arrivés au point où ils vont décourager l'installation en pavillon. C'est ce qu'on appelle chez nous, tu construis les duplex, avec ton jardin, tu gardes ta voiture, etc. Parce qu'ils voient bien que, en termes d'impact écologique, c'est insupportable. C'est insupportable. Imaginez un pays comme la France qui a des logements sociaux développés. On arrive à réduire ça. Nous autres, qui n'avons rien, on veut encourager les gens à faire des villes. Je dis, Douala, vous pouvez donc faire 30 km, mais vous allez le faire quoi? Avec le Benskin. D'accord. Alors, Yves Abama, Jean-Baptiste Ketchaten choisit surtout de voir le foncier en termes d'aménagement du territoire. Je le rappelle encore, en 2022, la question foncière représentait environ 80% des contentieux dans les tribunaux. Quel est selon vous le fondement de cette crise? Non, je pense que dans sa présentation, il a donné des éléments qui fondent ces crises. Parce qu'il vous a parlé des doubles ventes de terrain. Il vous a parlé, bon, quand il parle de l'aménagement du territoire, dans une certaine mesure, on peut être d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une certaine insuffisance dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'espace urbain n'a pas été aménagé de sorte que les uns et les autres puissent bien circuler, qu'on puisse déjà savoir qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on ne vend pas, où on s'installe, où on ne s'installe pas. On peut comprendre ça au-delà de toute démagogie. Mais je voulais prendre la question à partir même des propos du professeur pour dire que, en réalité, autour de cette table, je ne sais pas pourquoi nous faisons la fine bouche. Commençons déjà à dire que ce propos ne tient pas. Parce qu'on peut se poser une seule question. Quand on me dit, par exemple, moi je viens de Bafia, je suis à Douala, vous me dites de rentrer chez moi. Le chez moi, c'est où? Est-ce que c'est le petit lopin de terre que j'ai acquis par la force de mes moyens? Et vous savez qu'il y a une procédure pour acquérir une terre, une procédure normale. Est-ce que c'est ce petit lopin de terre que j'ai acquis où je me suis fait une petite maison? Est-ce que c'est chez moi à Bafia, dans mon village? Le chez moi, c'est où? À un moment donné, il faut qu'on soit responsable. On ne peut pas venir sur la place publique et tenir les discours genre chacun doit rentrer chez lui. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'une réforme foncière au Cameroun. Et pourquoi? Il a parlé des gens qui achètent des villages tout entiers. Paul et Youm et moi, toujours dans un forum où nous sommes, on a eu une information qui a fait fraude. On vous dit qu'un monsieur va, par exemple, du côté de Kribi, il entreprend de prendre 40 000 hectares de terre. Et vous savez à combien? Il a donné 2 bœufs, il a donné 3 millions de francs. 40 000 hectares de terre. Et les papiers ont été signés. Vous voyez? Donc la réforme foncière doit venir protéger les communautés de ce genre de choses. Il ne faut pas que par le pouvoir de l'argent, certains viennent vous dire on peut tout acheter. Non, ça ne peut pas passer. Vous voyez? La réforme foncière doit se faire pourquoi? Des jeunes, il faut que les jeunes aient accès à la terre. À un moment donné, Paul et Youm peuvent avoir des hectares de terrain où il aimerait faire un projet. Mais est-ce que Paul et Youm, vu son âge par rapport à notre loi, peut avoir un titre foncier qui lui permet d'exploiter cette terre? À un moment donné, il faut qu'on revienne là-dessus. Il faudrait que la réforme foncière vienne pourquoi? Pour protéger les communautés. À un moment, vous savez, il a dit, peut-être pas de manière directe, les Camerounais, les Bantous que nous sommes, nous avons un lien ontologique à la terre. Nous sommes liés à la terre. Vous voyez? Donc, il faudrait que, étant liés à cette terre, on nous donne les droits, qu'on solidifie nos droits sur cette terre, de sorte que, au-delà de l'usage courant dans la vie, la survivance quotidienne, qu'on puisse en faire quelque chose qui nous permette de développer nos contrées. Voilà le sens que la réforme foncière doit avoir. Aucune réforme foncière, ça je le dis,
à l'endroit de ceux qui pensent que lorsqu'on viendra faire la réforme foncière, on arrachera les terres à ceux qui les ont achetées de manière régulière pour les restituer aux anciens vendeurs. On reviendra Il faut sur revenir cette là-dessus. Alors, Paul... d'accord. Sauf si vous voulez... Non, on reviendra sur cette question-là, justement. okay. On reviendra là-dessus. D'accord, allez-y. Alors, Paul et Youm, certaines autorités traditionnelles sont justement accusées de brader les terres des peuples sans que ça ne profite à ces mêmes populations. Est-ce qu'elles sont fondées pour vous, ces accusations-là? Elles sont très fondées. Lorsque vous regardez particulièrement les régions comme le littoral, le centre, le sud, l'est, on a même des chefs traditionnels experts en vente de terrain. C'est pas un secret. Le chef traditionnel expert. Non, quand il dit expert en vente de terrain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait sur quelle raison, et en milieu rural également. Parce que vous avez des villages où il n'y a pas assez de population, il y a une famille, il y a ce qu'on appelle chez nous les foyers. Les 4000 mètres dont je parle, c'est un chef qui a... Mais c'est justement ça que je suis en train de dire. Il a donné un exemple. Il n'est pas propriétaire de ce terrain. Et le problème fondamental, tout ce qui se passe, ce sont les conséquences d'une, comment on appelle ça encore, d'une indépendance mal préparée en réalité. Aujourd'hui, il y a un conflit qui existe entre la République et la communauté. Quand je dis conflit, c'est que certains pensent que la République vient tuer la communauté et que la communauté doit toujours être prééminente sur la République. Et le Cameroun n'a jamais statué dessus, comme dans la plupart des pays africains. Prenez par exemple le cas, les gens vous disent que la terre appartient à l'État. La terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient aux communautés. Si la terre appartenait à l'État, c'est que l'État vend les terrains dans un guichet. L'État ne vend pas les terrains dans un guichet. Ça appartient aux communautés. Et c'est pourquoi. Et justement, il en est le garant de la sécurité des terres. Et c'est pourquoi la gestion en matière foncière en milieu rural est différente des villes. Est-ce que ce que vous dites, c'est ce que la loi dit? La loi, c'est écrit noir sur blanc, gardien des terres. Il ne dit jamais que l'État est propriétaire des terres. Si l'État est en prison, c'est qu'il y a un guichet unique où chacun vient, il achète seulement les terrains. Si les communautés étaient propriétaires des terres, comment est-ce que les communautés sont justement propriétaires des terres. Et là, vous le voyez, c'est en milieu rural. En ville, c'est différent. Pourquoi? Je veux dire, est-ce que c'est dit de façon explicite dans les tests? Mais pour ça pose un problème. C'est pas du tout. Parce que pour être propriétaire, il faut avoir un site. Je vais vous démontrer. Lorsque vous allez en milieu rural, par exemple, que vous voulez lancer une procédure, vous savez, Mbamok a parlé aujourd'hui de la nourriture qu'on donne. Vous savez, est-ce que vous savez que dans la procédure, on exige que là où vous voulez acquérir le terrain, vous devez appeler tous ceux, le vendeur, on doit appeler les riverains. Pourquoi on appelle les riverains? Pourquoi on fait signer le document au chef du village? Et justement, et vous savez, il y avait le document que le ministre a supprimé devant qu'on appelle l'abandon des droits coutumiers. Pourquoi on le signait? Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que le terrain appartient à la communauté. Comme la communauté est divisée en familles, chaque famille a ses enfants. L'abandon des droits coutumiers, c'est que moi, le fils de telle famille, de tel village, j'abandonne mes droits coutumiers sur ce terrain. C'est pourquoi il a parlé du lien entre le cordon ombilical et l'individu. C'est-à-dire que mes droits que la coutume me donne sur ce terrain, je les abandonne. Ce document est signé par le vendeur, par l'acheteur, par le chef du village, par la sous-préfecture. Et ça reste à la sous-préfecture parce qu'au cas où il y a un conflit, et également les témoins des deux parties, au cas où il y a un conflit, on repart là. Une fois que c'est fait, sans ce document, vous ne pouvez même pas arriver au niveau de l'administration. À Yaoundé, c'est-à-dire votre document n'est pas prolongé. C'est donc pour ça que je vous dis que les terres, en réalité, elles appartiennent aux communautés. Or, en milieu, je le dis encore, vous ne pouvez pas aller en milieu rural. Vous vous mettez à acheter les terrains sans avoir l'aval du chef. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il y a donc des personnes qui ne sont pas tout le temps au village, il y a donc des chefs mal intentionnés qui ils prennent des individus et disent ici j'ai des terres. Or, ce ne sont pas ces terres. Il est juste le représentant des villageois. Et en réalité, il dit donc que voilà les terres. Et les gens viennent donc, ils achètent. Et ça crée des conflits. Parce qu'en réalité, ces terres, elles appartiennent à la communauté. Et d'ailleurs, il y a les titres fonciers communautaires. Vous savez qu'il existe des forêts communautaires. Vous le savez. Pourquoi elles existent donc? Prenez le cas, par exemple, vous avez 3000 hectares, par exemple, ici dans la commune de Bonalia, de forêts communautaires. Vous allez dans toutes les communes rurales encore, vous allez trouver. Or, en ville, comme les gens sont déjà installés, les gens ont déjà des titres de propriété. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs titres de propriété. Il n'y a pas que le titre foncier. Il y a la concession provisoire. Il y a plusieurs titres de propriété qu'on peut avoir. Comme les gens sont installés. Par exemple, moi et Youm, j'ai ma maison. C'est logique, j'ai le titre foncier. Je peux maintenant vendre à qui je veux. Or, en milieu rural... Est-ce que vous pouvez avoir le titre foncier à votre âge? Non, c'est un exemple. Or, en milieu rural, comme ce n'est pas encore le cas, on fait dans la procédure qui est normale. C'est-à-dire, on rassemble les populations, on vend, on informe au cadastre que je vais acquérir. Celui-même qui vend, il ne peut pas vendre sans que son chef ne signe. Bon, à l'époque, il y a quelques mois encore, c'est le ministre qui a décidé de retirer ça. Pourquoi? Parce que c'est ce document sur lequel les chefs du village s'appuyaient pour aller arnaquer des individus. Or,
aujourd'hui, le ministre a pris la décision, il est même allé plus loin. Je crois que le MINCAF a même décidé qu'on ne peut plus vendre un terrain s'il n'est pas titré. Or, la procédure d'immatriculation du titre foncier, elle est très longue. Donc, du coup, c'est pour couper... Précisons également que le MINCAF vient d'annuler 90 titres dans le CAM. Effectivement, il a annulé dans le CAM. Et donc, parce que les gens, en réalité, les gens violent les procédures. Les gens pensent qu'en fait, il s'agit d'arriver, d'essayer peut-être de négocier avec quelqu'un. Or, il y a toute une procédure à suivre jusqu'au MINCAF. Et quand ça quitte au MINCAF, ça revient encore à la délégation départementale. Vous avez des frais à payer. Donc, il y a tout un process. Or, les gens ne suivent pas ce process. Et aujourd'hui, le ministre, ayant donc eu des revendications des populations du camp, pour ne citer que ce cas, il était donc dans l'obligation d'annuler. Je crois que même dans le Mungo, il a fait pareil. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Je pense que même récemment, dans le littoral aussi. Mais il a effectivement aussi dans le littoral. Les gens doivent comprendre qu'il y a une procédure d'acquisition d'un espace, d'un titre de propriété en tout cas. Et cette procédure ne peut pas se faire soit par la dupérie, ou par la supercherie, ou par la corruption, ou par la vente des terrains qui ne nous appartiennent pas. Ne doit pas ou ne peut pas? Ne doit pas, je dis bien ne doit pas. Vous avez les cas, il y a des gens qui étaient installés ici à Deido, en face ISES, sur un terrain appartenant à la CMPS. À l'époque, ça fait peut-être plus de 50 ans. On leur dit que mais ça c'était la CMPS 45 ans, vous dites que le chef vous a vendu le terrain. C'est le terrain du chef. Comment vous pouvez dire que le chef vous a vendu le terrain qui appartient à une entreprise qui est connue, qui a son titre? Et voilà encore l'autre problème. L'État lui-même n'a pas de titre sur ses propriétés. C'est vraiment encore un autre problème. Vous avez des gens qui arrivent, ils pensent que parce qu'on a trouvé un espace libre, on peut s'installer. Oh, c'est faux. Pour vous installer quelque part, ce que Chantin disait, quand vous voulez vous installer quelque part, la moindre des choses, c'est de vous renseigner. Vous ne pouvez pas arriver dans un espace, vous croyez passer c'est vide, ça n'appartient à personne. Et un beau matin, quand le propriétaire, entre guillemets, apparaît, vous vous plaignez, il y a une procédure. Or, là où je suis d'accord avec, c'est qu'il y a un phénomène de corruption où vous êtes chez vous, vous avez tous vos papiers, comme on a vu par exemple, bon, Dicolo, c'est un cas qui est encore particulier, qui existe même dans l'Undé, dans plusieurs autres communes, où vous voyez un monsieur qui arrive un matin, il dit qu'il a les documents. Vous ne savez pas qui a signé ça. On a vu ça pour chuter sur le marché Congo, où le préfet, quand le marché a brûlé, on veut reconstruire le préfet, il y a deux hommes d'affaires qui sortent, ils disent qu'ils sont propriétaires sur le terrain avec un titre foncier. On demande au monsieur que vous aviez quel âge à l'époque pour acheter l'argent, pour acheter ce terrain? Un terrain qui est connu comme une propriété, un espace public connu depuis des décennies. Vous venez dire que vous êtes propriétaire, le préfet, vous savez quoi, quitter de ma vie à le tribunal administratif, casser, commencer les travaux. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour vous dire que les fonctionnaires camerounais du MINCAF sont extrêmement d'un système de corruption. Et tant que le ministre ne va pas tordre le cou à ce système de corruption, on ne va pas s'en sortir. Alors, Jean-Baptiste Ketchaten, c'est l'une des questions centrales de ce débat. À qui est-ce que la terre appartient? Est-ce que la terre appartient à l'État? Est-ce que la terre appartient aux communautés? La terre appartient au plus fort. Les gens qui vous racontent la terre appartient aux communautés, ils racontent des histoires. Si vous êtes ici au Cameroun, vous décidez que cet immeuble Kassap, qui est de notoriété publique, appartient à tel individu ou à telle famille, que vous vous en accaparez. Si vous êtes fort, vous écrivez la loi que bon, à partir d'aujourd'hui, c'est chez moi. Et il n'y aura rien, parce que les gens qui viennent là, ils font les débats. Ouais. La terre appartient au plus fort. Avant, le plus fort, c'était la communauté. C'est-à-dire que l'Afrique a inventé le meilleur moyen d'exploiter la terre. C'est-à-dire que la propriété est collective, l'exploitation est écologique, et ça se transmet de génération en génération. La défense de la terre, elle est faite de manière collective. L'exploitation, l'affectation des terres dans nos communautés avant. Je ne connais pas très bien le système chez les populations qui migrent, mais elles aussi, elles ont des choses qui sont similaires à celles des populations sédentarisées. On prend un espace en commun, on se répartit l'espace en fonction des besoins de chacun. Ici, il y a une famille, la famille de M. Youm a 100 personnes et la mienne en a 50 ou 25. On ne peut pas avoir la même superficie puisque la terre, c'est ce qui produisait l'agriculture, il faut se loger, il faut. C'est ainsi, du moins dans les communautés que je connais le mieux, que les gens se répartissaient les terres. Et quand il faut agrandir l'espace dans lequel on se trouve, pour une raison ou pour une autre, la conquête de l'espace se fait soit par la guerre, soit par la force, mais c'est toujours collectif. Ça se fait par la diplomatie. Moi, je suis originaire d'un village, pas mes parents, pas mon père, je suis originaire d'un village
qui s'est établi par la diplomatie avec des gens qui ne sont pas graphiques comme nous, à la frontière d'une CAM. On dit, bon, moi je suis marre, les gens de Milombe. C'est écrit dans l'histoire du village que ce n'est pas traité qu'on s'est installé là. Donc, oui, non, c'est pas dans le nom Macombé, mais c'est voisin, c'est-à-dire que c'est la limite. Donc, nos ancêtres avaient des modes d'exploitation, de création, d'occupation de l'espace, qui étaient tout à fait intelligents. Donc, maintenant, il y a un système capitaliste qui fait que les communautés ne sont plus propriétaires de rien du tout. Puisque les gens qui accaparent les terres, là, ce sont souvent des enfants aussi du village. Ce n'est pas toujours des gens venus d'ailleurs. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rentrer dans un village et vous installer, machin, si vous n'avez pas la complicité. Bon, à moins que vous veniez vraiment avec les groupes là du RDPC et l'armée, et que vous rentrez tout d'un coup. Vous avez un problème avec le RDPC. Mais c'est lui qui est responsable de ça. Non. Je suis en train d'expliquer que le problème, une fois encore, n'est pas celui... Il ne manque pas de terre. On est combien? Prenons l'estimation la plus haute, même 35 millions. 475 000 km². On dit qu'il y a des problèmes de terre. Est-ce que ça a un sens? Si on était donc les Japonais, on allait s'entretuer. On est une trentaine de millions, on a 475 000 km². Au lieu d'utiliser de manière rationnelle, etc., on voit un désordre organisé. C'est à ce moment que se pose le problème que vous souleviez au départ, l'aménagement du territoire. Bien sûr, le problème fondamental, c'est l'option capitaliste que le gouvernement a prise pour gérer les terres. C'est-à-dire que le plus fort prend ce qui lui plaît, ce qui est utile pour lui. Le plus faible, notre défunt camarade Yim Genmoyo, il aimait bien dire qu'en termes d'installation, par exemple, des gens, le pauvre s'installe là où il peut. Le riche, celui qui a les moyens, s'installe là où il veut. La différence est énorme. Et vous voyez des gens qui partent d'un beau village, quelque part dans le Cameroun, où ils respirent de l'air pur, ils sont installés bien, hein, qui viennent à Douala, ils sont dans les marécages. Alors qu'aucune population originellement au Cameroun ne vit dans les marécages. Ça, c'est la conséquence des choix politiques. Et c'est sur ça que nous devons discuter. Est-ce que nous pouvons... Quand quelqu'un vend, par exemple, on dit j'ai acheté un terrain. Celui qui vend là, il a acheté ça à qui? Sincèrement, posons-nous des questions simples. Et puis, si on se met à faire du commerce d'État, un commerce normal, qui va gérer les intérêts des populations qui viennent donc, c'est-à-dire des enfants, de nos enfants, etc., etc. Il y a tellement de questions qui sont liées à la terre que le simple rentrer chez vous et les élucubrations des gars du RDPC qu'on manipule comme ça là, ne peuvent pas distraire les gens sérieux. Il y a un problème central qui est celui du choix économique et social lié à la terre. Yves Abama, quel rôle justement jouent ces différents acteurs dans la crise foncière actuelle au Cameroun? L'État, les collectivités et les chefferies. Non, je voudrais d'abord dire que ce débat est très sérieux pour l'enfermer dans les affaires RDPC. C'était une parenthèse, Passons dessus. Justement, on va se quereller sur un autre sujet. Le débat est suffisamment sérieux pour ne pas rentrer. Vraiment, le rôle qu'ont joué les différents acteurs, l'État, les chefferies, les collectivités. Voilà. Dans la crise actuelle. Oui, je commence par les chefferies. Pas par l'État. Bon, je vais finir par l'État, mais je ne vais pas fuir l'État. C'est-à-dire que les chefferies ont joué un rôle extrêmement nocif dans cette affaire. Je m'appuie sur le dernier exemple en date où un chef de village prend sur lui d'hypothéquer 40 000 hectares de terre parce qu'on lui a donné 2 bœufs, on a ajouté 3 millions. Vous voyez, et imaginez un peu, ça fait combien d'âmes sacrifiées, ça fait combien de générations à venir. À un moment donné, au moment où quand on signe ce genre de papier, on pense à quoi? Et puis c'est lui-même qui vient donner cet argent, il pense à quoi? Il se dit, mais on est où? J'ai essayé de faire un calcul avec des amis, ça revient peut-être à 750 francs le mètre carré. À quoi on joue? Les chefferies traditionnelles, sur ce point, ne nous ont pas aidés. Les conflits dont on parle, qui saturent les tribunaux, quand vous allez regarder de près, vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est toujours la chefferie. C'est-à-dire qu'on a vendu à tel, on a vendu à tel. Et quand des gens viennent d'ailleurs et qui sont dans un village et qu'on leur dit que c'est le chef, ils ont tendance à se sentir confiants et à marcher comme le chef voudrait.
Donc, premièrement, les chefs traditionnels n'ont pas joué, Bob va m'excuser, je ne dis pas tous les chefs, certains chefs traditionnels n'ont pas joué le rôle qu'il fallait jouer. Ils se sont plus transformés en vendeurs de terre qu'en protecteurs de leur population. Tout à fait. Maintenant, vous parlez de l'État. Sincèrement, l'État, dans cette affaire, s'il me pose problème. Il pose problème pourquoi? Parce que on a de la peine à savoir à qui appartiennent les terres au Cameroun. La loi dit l'État est le gardien des terres. Mais vous savez que pour vous dire propriétaire d'une terre, même sur laquelle vous avez des droits coutumiers, il faut avoir un titre de propriété. C'est-à-dire qu'il faut que cet État vous donne un titre de propriété. Or, quand on voit la manière dont les choses sont faites sur le terrain, on a le sentiment que parfois, des individus, et là je ne parle plus de l'État, ou alors de l'État incarné par certains individus, les individus profitent de la puissance de l'État pour se faire des hectares et des hectares de terrain, pour spolier en réalité les plus faibles. Et c'est ce qui donne le sentiment à Jean-Baptiste Ketchaten que la terre appartient au plus fort, à celui qui a les moyens de se l'arracher. Réellement, on voit ce genre de choses sur le terrain. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux une réforme foncière, parce qu'il faut que la justice reviennent un peu dans ce domaine-là, et qu'on n'ait plus le sentiment qu'il faut être puissant, il faut avoir des relations, il faut faire ça ou ça pour avoir accès à la terre. Donc, sincèrement, le rôle de l'État ici n'est pas très clair, il est à clarifier, d'où la nécessité de cette réforme foncière. Vous avez bien quel autre acteur là? Les collectivités. Maintenant, les collectivités. Que peuvent-elles, les collectivités? Vous parlez de décentraliser ou... Voilà, les collectivités actuellement ne peuvent rien parce qu'elles s'inscrivent, je pense qu'elles sont toutes soumises à cette loi de 1974 sur le foncier. Elles ne peuvent rien, elles ne peuvent que constater. En réalité, les deux grands maillons de cette chaîne, c'est l'État d'un côté, ce sont les chefferies traditionnelles de l'autre. L'État, si on est d'accord que le droit coutumier a une place chez nous, et je ne sais pas ce que les juristes vont nous dire, qu'on commence déjà à reconnaître à ceux qui sont bénéficiaires, ceux qui sont propriétaires des terres, hérités de leurs ancêtres, qu'on leur permette déjà de les sécuriser, qu'ils puissent effectivement se dire oui, ces terres nous appartiennent. Parce que dans le discours, les terres nous appartiennent. Paul Yuma dit tout à l'heure, vous pouvez arriver dans un village, vous achetez, vous donnez de l'argent, vous nourrissez même les populations, mais à un moment, on peut venir vous dire vous n'avez pas de titre de propriété, donc vous n'avez pas de terre. Donc on permet déjà aux communautés de sécuriser leurs terres, qu'un certain nombre de choses évoluent et que les acteurs étatiques en position de pouvoir arrêtent de jouer à un certain jeu. Alors, je pense que là, mon ami Jean-Baptiste ne va plus dire vos gens du LDPC. Alors, Mbambok, les chefferies traditionnelles sont de part et d'autre mises finalement sur le banc des accusés, à côté de l'État. Vous êtes une autorité traditionnelle. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous revenez fraîchement de votre village. Deux questions. Est-ce que ça préoccupe au niveau des chefferies traditionnelles cette crise foncière? Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui motive justement ces chefs qui se transforment finalement aujourd'hui en vendeurs de terrain? Alors, je vais juste illustrer ça par un cas. Il y a 2 mois, ou bien un peu moins de 2 mois, le préfet d'Union Mekele nous a conviés à une grande réunion justement pour parler de ce problème des terres. Pour une fois, les Mbombo que nous sommes ont été associés. Il faut faire la différence entre le chef administratif et le chef traditionnel. Chez nous, il y a le chef, c'est le chef administratif qui vend le terrain, pas le chef traditionnel. Ce qui se dit chef traditionnel là, nous considérons ça comme un abus de langage, tout simplement. Pendant cette réunion, donc, il y avait le procureur là, qui a justement dit que parmi les choses qui passent à la justice là, 80%, c'est le problème foncier. 80%. Alors, pendant les débats, nous avons rappelé au préfet que chez nous, on est sûr et convaincu que les litiges fonciers apportent trop de décès. Quand vous allez dans les porter plainte à quelqu'un, vous voulez prendre son terrain, la finalité c'est la mort, toujours. Pourquoi? Parce que ceux qui sont partis conservent leur terre. Ils conservent leur terre. Quand vous voulez arracher, leur rôle là-bas c'est de vous tuer. Et on a expliqué ça au préfet, que désormais les seules personnes qui parlent avec les ancêtres, c'est les Mbombo, pas les chefs administratifs. Donc quand vous mettez les Mbombo de côté, qui peut apporter la paix à ce niveau-là? Il n'y a personne. Et le préfet a donc décidé d'intégrer les Mbombo pour tout litige.
Malheureusement, depuis, le compte rendu n'est pas sorti parce que les 10 sous-préfets qui considèrent ça comme une manne ne veulent pas introduire les vrais chefs traditionnels qui sont des bonbons dans cette affaire. Ils laissent donc le chef administratif pour continuer avec cette magouille. Et nous, on va insister, je le dis là au devoir, on va insister en disant qu'il faut intégrer, sinon on n'hume pas un corps, mais sinon les morts vont continuer. Et quand on revient en ville, comme Paul Youma fait une différence entre la ville et les villages, vous pensez que les immeubles qui s'écroulent souvent là, vous pensez qu'on n'a pas fait les études? Allez vérifier, vous allez trouver que quelque part là, c'est un terrain qui a été arraché et les ancêtres ont été fâchés et ils viennent casser. Vérifiez, vous allez tout constater que c'est vrai. Donc, méfions-nous des terres, parce que la terre appartient à la communauté. Et la communauté est gérée par les ancêtres. Et il y a des gens initiés qui causent avec ces ancêtres, qui doivent manager cette affaire. Vous les mettez de côté, vous aurez des problèmes. Vous les intégrez quand c'est juste et ça pourra bien marcher. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport aux chefs administratifs et aux vrais chefs traditionnels. Alors, pour les à la suite de Mbombo, je voulais dire, vous savez, l'un des graves problèmes que nous avons en Afrique, c'est que nous sommes totalement en train de nous dévoiler la tradition. Parce que ce que Mbombo dit est extrêmement important. Vous avez un célèbre comédien que je ne veux pas citer ici, qui s'est accaparé du terrain d'un individu, il a construit un immeuble. Ça fait 4 ans, il n'y avait pas eu un seul locataire. Vous voyez souvent même dans la ville, vous voyez, on parle des immeubles hantés, etc. Le monsieur lui avait dit que, comme vous avez pris mon terrain avec vos amis, vous avez fait tout le faux, vous verrez, votre investissement ne produira jamais. Il a dû faire des démarches, aller voir le chef et tout au final. Donc c'est pour vous dire que ce que Mbombo dit là, dans les villages, on vit ça au quotidien. Des gens, et surtout pire, quand vous êtes un étranger, vous avez des barons de la République, là où, ce que Jean-Baptiste Ketia dit, allez à Banjoun, allez dans le Ndalo, il y a 2 familles qui ont dit que tout Baganté, c'est seulement pour eux. Vous allez non, ne riez pas, ce sont les réalités, vous allez dans le sud. Vous voyez une élite, ce que le RDP, ce concept d'élite qui nous a amené. Moi, c'est que l'élite, c'est quelqu'un qui est censé montrer la voie aux autres, dans le bon sens. Ce n'est pas quelqu'un qui est censé venir détruire ses frères. Or, chez eux, ils ont les élites prédatrices au RDPC. Quelqu'un qui donne Yaoundé ou bien Douala, je ne sais pas où, il arrive au village, il accapare les hectares, il dit que tout ça, c'est pour lui. Il appelle parfois, ils ont souvent 2 enfants, mais il dit que tout ça c'est pour lui. Ils acquièrent des terres et tout ça avec la mafia des autorités administratives. Prenez juste le cas. Quel est le surnom qu'on donne au préfet, au sous-préfet? Chef des terres. Chef des terres. Pourquoi? Parce que partout où vous allez voir le parcours d'un sous-préfet, vous allez trouver qu'ils ont un terrain. Prenez seulement le cas ici à, comment on appelle ça encore? Là, pour le canton Bel, on leur a donné le terrain des mains. Le chef d'État a signé un décret pour le nom de Vous avez vu le nom de notre État administratif s'est retrouvé dedans. Vous avez même vu le nom de ce qu'on appelle entre guillemets halogène s'est retrouvé dedans. Comment dans un décret du chef de l'État qui donne des terrains à un canton Bel, vous retrouvez notre État administratif dedans? Il est fils du canton Bel. Non. Les gens qui ont le nom entre guillemets halogène, c'est juste pour dire, pour vous montrer le complot qui existe jusqu'au sommet de l'État pour pousser dans les choses. Prenez le cas des Dicolo. On fait signer au chef de l'État un décret, on fait signer au Premier ministre un décret, et on découvre que derrière, c'est toute une mafia. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas qui sont les personnes qui sont derrière. On casse des gens qui existent depuis longtemps, le terrain de leurs ancêtres, qui ont les titres fonciers, tout. On casse sauvagement. Et quand ces personnes manifestent, tout ce qu'on trouve à faire, c'est amener la police, amener l'armée. Et ça rejoint ce que Abama disait, des individus se servent du bras séculier de l'État pour leurs intérêts personnels. Et tant que nous n'aurons pas un État fort qui va prendre en compte la tradition, l'importance, le respect des citoyens, on va toujours arriver à ces cas. Et je continue à dire, les individus qui pensent qu'ils vont continuer à s'accaparer des terres, surtout en milieu rural, ne vous aventurez pas. Parce que Mbombo l'a dit, je ne veux pas répéter ces mots, là-bas, on ne rit pas. Parce que quelqu'un, je vous dis, on ne rit pas. Là-bas, on ne rit pas. C'est pour ça que souvent, même vous, quand vous partez au village, vous qui avez les grosses voitures, quand vous partez au village, quand vous sortez du village, si vous connaissez quelqu'un qui veut partir, c'est-à-dire sur la route, pardon, prenez-le. Prenez-le, vous sortez avec. Non, je vous dis la vérité. Mbombo rit, il sait de quoi je parle. Prenez-le. Quand vous arrivez au village, que vous voulez donner la nourriture, arrangez-vous que chacun, même si seulement il est un peu. N'arrivez pas au village, vous avez la fumée, les gros poulets, vous croyez que. Non.
en milieu rural, c'est extrêmement délicat. C'est violent. Je vous dis, c'est violent. Nous ici, les gens pensent qu'ici en ville, parce que bon, nous sommes en ville, les gens arrivent, ils font la mafia, on a l'ami, le préfet c'est mon ami, le gouverneur c'est mon ami, j'ai des relations avec le ministre, etc. On vient. Vous avez des terrains ici à Douala où un individu arrive un matin, il commence à construire sur votre terrain. L'immeuble pousse. Pendant que vous êtes une pauvre personne, vous, l'État, on dit que la justice est gratuite, la justice n'est pas pour les pauvres. Il faut que les gens le sachent. Pendant que vous trouvez même un frère qui est avocat, il commence le dossier, on lui dit que mon frère, l'affaire que tu vois là, il faut laisser savoir 50 millions, prends l'argent. Le type ne veut pas vendre les terrains, on lui dit que bon, tu as le choix, soit tu prends l'argent, soit on continue les travaux et vous n'allez rien nous faire. Vous allez vous plaindre, vous partez au tribunal, Dieu merci, vous avez la décision, vous avez la grosse, vous baladez avec la décision de justice dans le sac, le gars il a l'immeuble sur votre terrain et il vous nargue tous les jours. Ce sont les réalités qu'on vit et ce sont les choses qui créent des frustrations. Vous savez, on dit que c'est là, c'est pourquoi Ketchan dit qu'en fait, en réalité, dans la pratique, la terre revient au plus fort. Mais maintenant, il faudrait que ceux qui sont les plus faibles aussi s'organisent pour faire comprendre au plus fort que ce n'est plus possible. Et ça montre les défaillances de l'État. Et c'est pourquoi on parle tous les jours de la malgouvernance. Et il faudra à un moment donné qu'on arrive à des réformes réelles qui vont faire en sorte que nous n'aurons plus ce genre de cas. Oui, Paul Eyom, je ne voudrais pas te laisser dire que certains sont abandonnés par l'État. Souviens-toi que dans le contexte camerounais, il y a plusieurs fois où des populations se sont levées contre des ventes sauvages de terres. Et l'État est venu y mettre un terme. Le cas de Kribi que je suis en train de prendre là, je suis sûr que l'État va y mettre un terme. À un moment, il faut peut-être que les populations apprennent à s'organiser. Que les populations s'organisent. C'est-à-dire que l'État ne peut pas être au courant de tout. Si on ne vient pas lui dire, voici tel problème, s'il te plaît. Jean-Baptiste, quand j'ai un problème, c'est à moi de saisir l'État pour lui dire, ou alors la justice, à ce niveau, j'ai tel problème. Je suis chez moi, je n'ai pas de problème, je vois agir, je ne fais rien. L'État ne peut pas venir, ou alors quand l'État viendra... Vous avez un seul exemple où les gens sont venus et les gens n'ont rien dit. Pardon. Et vous pouvez donner un seul exemple. Est-ce que vous savez que dans ce pays-ci, je vous assure, il y a des endroits ici où vous allez, vous trouvez qu'un bonhomme, peut-être à Kribi, ça c'est sûr, parce qu'on est dans le littoral, c'est déjà trop ouvert. Un bonhomme a pris plus que 4000 hectares de terrain. Ça peut pas être un bonhomme, c'est vous. Les gens ne sont pas au courant. Non, ce sont les individus. S'il te plaît, Jean-Baptiste, ne dis pas c'est nous. À un moment donné, il y en a qui profitent des positions de pouvoir, il y en a qui profitent de leurs amitiés. Beaucoup le font même, ils ne sont pas du RDPC. Hein. Les puissances de l'argent, c'est la vérité. Les puissances de l'argent, il suffit qu'on en ait pour venir acheter les consciences dans un village et tout le monde se tait. C'est après qu'on vient se rendre compte que non, on a posé des actes qui n'étaient pas sérieux. Et en même temps, il ne faut pas qu'on essaie de dédouaner totalement les communautés aussi. Parce que, sincèrement, vous arrivez, ça c'est un cas que moi j'ai vécu dans l'Obam, j'ai observé. Quelqu'un arrive, il est plein aux as, on réunit le village, il donne à manger, donne à boire et il prend beaucoup de terre. C'est après des décennies qu'on vient se rendre compte que les enfants du village n'en ont pas. Et du coup, on se met à contester, alors que il y a quelques années, on en mangeait, on était contents. Ils ne prennent pas comment. Abandon des droits coutumiers, on fait comment pour obtenir ça? Ça se passe comment? On arrose tout le village et puis les gens prennent. Il faut que les gens commencent à penser aux générations à venir. Je peux être chef d'un village qui a peut-être 2000 âmes. Ces 2000 âmes, chacun compte faire au moins un enfant avant de vendre le terrain. Les uns et les autres doivent réfléchir pour dire, mais droits que je suis en train d'abandonner là, demain, si j'ai 10 enfants, ils font comment? Ils iront où? Il faut que les gens commencent à réfléchir. Je ne peux même pas le souper de une minute. Même ici à Douala, vous avez des cas, il y a, comment on appelle encore, c'est-à-dire celui qui gère les biens de la famille, là, j'ai oublié le nom technique. L'administrateur des biens. Mais quelqu'un administrateur des biens, il vend les biens de la famille. La famille arrive au tribunal. Comment quelqu'un qui est administrateur des biens ont réussi à délivrer le document de la vente, ça passe un individu à qui est le terrain du famille alors qu'il est l'administrateur des biens. Il a parlé de Kribi. Rappelez-vous, lorsque le port en eau profonde de Kribi, les gens ont eu l'information, les délits disent ils ont acheté les terrains, ils ont acheté les terrains. Le préfet, le préfet ou le sous-préfet, quoi, le préfet de l'océan, l'ancien préfet, il est en prison. Oui. Ils sont en prison, ils sont nombreux parce qu'ils ont passé le temps à être dans les réseaux de la mafia foncière. Vous avez un cas, je crois, en 2016, entre 2015 et 2017, dans le sud-ouest, où vous avez une dame qui était commissaire. Les autorités organisent une réunion, on dit qu'il y a trop de problèmes fonciers à Boya, tout ça, il faut voir clair. Mais la dame, elle mène toutes les enquêtes. Quand elle finit, mais elle se rend compte que les mêmes gens qui étaient assis en réunion, c'est eux qui sont les barons de la mafia. Elle a démissionné de la police. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on peut dire ici, là, aujourd'hui, c'est un problème de corruption et de mauvaise gouvernance. Et ça va créer des conflits. Même pour le cas de Kribi, là, on ne change pas. Les deux bœufs dont on parle à Kribi, là, ils n'existent plus. Hein.
aller savoir où ils sont passés, parce qu'on vient se plaindre des années après. D'accord. Peut-être qu'avant d'avancer dans le débat, j'aimerais qu'on prenne cette sortie de Maître Charles Tchongan. Il y a quelque temps, il était l'invité de Dipita Tongo dans le cadre de l'émission Face à l'actu. Il est justement revenu sur cette question foncière. On prend cet extrait. Je vais vous prendre un seul exemple qui touche à une question extrêmement sensible dans ce pays. C'est la question de la terre. Le foncier. Le foncier. Le foncier va être au cœur de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il y prend garde, va connaître. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer bien. Aujourd'hui, ce que fait le MINCAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait le MINCAF? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont leur titre foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et le ministre s'assied dans son bureau, et je peux vous en citer 10 exemples. Il prend l'arrêté et dit j'annule le titre foncier du montage. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé en 76, 74, 76 dans ce pays, quand le président Ejo a vu que ce qui divise le monde, ce qui crée les guerres, c'est deux choses. La terre et l'eau. Je parle de la Palestine. C'est la guerre la plus ancienne dans notre histoire moderne. Ils se battent pour la terre et pour l'eau. Aïdjo a dit stop. Tout le Cameroun appartient à l'État. Cependant, les individus, pour des raisons historiques et coutumières, peuvent accéder à la propriété. Et l'acte qui consacre la propriété foncière, ça s'appelle le titre de propriété. C'est la certification de la propriété foncière. D'où vient-il qu'un membre du gouvernement qui occupe cette fonction pendant 30 ans depuis la deuxième fois, parce qu'il a été il y a 20 ans, extraordinaire ministre à l'époque. Comment se fait-il qu'il a oublié ce qu'il faisait il y a 20 ans? Que vous soyez dans la Salaga maritime, dans le Vouré, à l'est ou à l'ouest, il annule tout. Et quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que ces annulations sont déclenchées par des gens intéressés. Il faut faire attention aux fonciers dans ce pays. Si nous ne gardons pas le foncier pour les générations à venir, si nous ne protégeons pas la terre de ceux dont les entrailles sont... Il faut même protéger certaines communautés. L'argent ne justifie pas tout. L'argent ne peut pas justifier que l'on s'accapare des biens immobiliers partout et n'importe comment. Ma conviction profonde est que le vivre ensemble suppose qu'on admette que les premiers occupants d'un espace aient quand même la possibilité de s'installer. Moi, je vous dis quelque chose, monsieur Dipita. Moi, j'ai des amis, des confrères, des princes, voilà, qui sont installés à Bonabéry. D'autres qui sont à Macapé. Je leur dis toujours, mais expliquez-moi comment vous faites, alors que votre famille fondamentale est à Bonapriso, à quoi, à Dedo, pour vous retrouver à Bonaprise. C'est inacceptable. Ce que nous revendiquons pour nous, pour la République, c'est cela, un traitement égalitaire des uns et des autres. Et l'État doit faire l'effort de les accompagner. Pour qu'ils soient installés, je m'excuse de dire ça comme ça, je sais que je vais faire l'objet de critiques énormes. Demain, il faut que les gens puissent s'installer chez eux. C'est très important. Moi, je suis moi, je dis toujours comme ça, je suis un savoir de la troisième génération. Absolument. Parce que mes enfants sont nés ici. Mais dès que j'ai un espace pour moi, pour faire dormir mes enfants, ma famille, c'est bon. Pourquoi voulez-vous que j'ai dit titre foncier à Douala? Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Aucune importance. C'est une question culturelle fondamentale que l'État doit absolument protéger. Si on ne fait pas ça, les conflits vont être terribles demain. Et à ce moment-là, il sera toujours trop tard. Ce qui s'est passé au Nord, ce qui est en train de se passer encore au Nord aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à la question palestinienne, les Arabes, choix et à la terre et à l'eau.
Alors, Jean-Baptiste Kitchaten, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il faut procéder pour finalement encadrer les ventes de terrain. Alors, il y a un téléspectateur qui nous écrit de la Guinée-Conakry, qui aimerait également savoir quelle est la part de responsabilité de l'administration coloniale dans ce qu'on vit aujourd'hui, cette crise du foncier. Mais on commence par quoi ce que vous voulez. Libre à vous. Bon. On répond à la question de l'internaute et puis on revient. Bon, voilà. C'est un confrère qui nous écrit depuis la Guinée-Conakry. C'est ce que nous avons dit depuis le début de l'émission, ce que nous disons depuis toujours. Oui. Le problème du pays est lié à la loi coloniale, à l'ordre colonial qui nous est imposé. C'est le colon qui a décidé que bon, les terres, vos terres aussi là, seront l'objet de commerce, et un commerce totalement inégal, totalement inacceptable. Il dit quand ça l'arrange, Douala Mangabel est mort pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas prendre les champs de nos mamans. C'est avec ça qu'on fait le manioc, c'est avec ça qu'on plante le ndolé, c'est à partir de là qu'on est revenu de la pêche, on sèche, on vit ici, etc. On vit sur ce plateau. C'est ça le chez eux, c'est ça. Dans ce sens-là, oui, il est chez lui. C'est pour ça qu'il est mort. Et c'est la même logique qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui s'emparent des terres du Cameroun pour en faire ce qui leur plaît en fonction de leurs besoins et non pas en fonction des besoins du pays. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement l'ordre colonial que le RDPC poursuit. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire, comme disait M. Abama tout à l'heure, que oui, les gens sont responsables. Non, le responsable central, principal, c'est l'État. Et l'État, c'est une concentration. Il faut que les gens le sachent, qu'on ne dise pas autre chose. L'État, c'est une concentration d'intérêts puissants. C'est les intérêts les plus puissants dans une communauté qui sont l'État. Ce n'est pas autre chose. Et ces intérêts puissants-là ont décidé aujourd'hui au Cameroun que le titre foncier, si tu veux, on va même t'en donner un. Si tu es résistant, tu vas attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si tu veux, on t'en donne un. Mais on te l'a donné aujourd'hui, le 14 mai. Demain, lundi 15 mai, nous pouvons te le retirer sans aucune raison. Simplement parce que nous avons trouvé quelqu'un qui a de l'argent et qui veut utiliser le terrain. Et si on est gentil, on pourrait te donner une petite indemnité pour que tu ailles encore plus loin chercher un autre terrain, et ainsi de suite. Si on n'est pas gentil, on ne te donnera même rien. C'est ça la situation actuelle de notre pays. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Comment justement encadrer ces ventes de terrain? La première des choses, c'est qu'il faut arrêter le commerce des terres. Un peu comme dans l'Union Akélé? Pas seulement dans l'Union Akélé. C'est une loi que nos ancêtres ont établie, que la terre, c'est notre propriété collective. Dès lors que nous sommes des Camerounais, chacun des centimètres de ce territoire m'appartient, ça vous appartient, ça appartient à M. Yebga, ça appartient à M. Abama, ça appartient à M. Youm, ça appartient même à Paul Biya. La question est de savoir, maintenant que ça nous appartient tous, comme un bien individu, comment est-ce qu'on l'exploite? Moi, je n'ai pas besoin de terre comme lui, qui va au village faire ses champs. Alors, si vous n'êtes pas un agriculteur, vous ne pouvez pas, on ne peut pas en faire un objet de spéculation, de dire, bon, comme j'ai gagné 200 000 francs, je m'en vais acheter des lopins de terre parce que Douala va grandir et dans 10 ans, je vais vendre ça. Ça, il faut arrêter ça. Tous les besoins en terre ne sont pas pareils. Et la terre n'est pas un élément, personne n'a créé la terre. On ne l'étend pas. On l'a trouvé, on doit l'exploiter de manière sage et de sorte que les générations futures en profitent. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord d'arrêter le commerce des terres. C'est la première des choses. Les gens parlent de réforme foncière, ils ne vous diront jamais ce qui doit être contenu dans leur réforme foncière. Nous, on dit clairement que la première des mesures à prendre, c'est de dire qu'il n'y a plus de commerce des terres. Au moins, ça va arrêter les trafics. C'est vrai, il y a des incidences d'un point de vue économique et financier, puisqu'on est dans un environnement particulier, mais il faut organiser une transition entre les terres qui ont été acquises dans le commerce, il y a des terres qui sont grevées d'hypothèques, il y a un ensemble de situations. Ce n'est pas un problème insurmontable. Il faut recenser qui a acquis. Et puis, quelque chose de très important, il faut frapper sévèrement ceux qui sont à l'origine des trafics. Les gens qui sont allés acheter pour spéculer et tout ça là. On vous retire ça et vous perdez votre argent simplement, purement et simplement. Parce que quand les gens achètent,
des terres, quelqu'un qui n'a même pas la main verte, qui n'a pas l'esprit d'un agriculteur, qu'est-ce qu'il s'en va faire dans les champs? Si ce n'est pas pour spéculer et embêter les honnêtes paysans, qu'est-ce qu'il s'en va faire là-bas? Gagner de l'argent sur le dos des autres, rendre Je ne sais pas si vous mesurez les impacts. Quand vous venez dans la ceinture d'Ora, vous achetez les terres. Cela veut dire que le petit producteur qui produisait à une échelle X, qui permet au ménage moyen de Douala d'acheter d'acheter le macabo de 500 et que 5 personnes mangent, il va perdre ses possibilités de production. Ça va faire que le macabo qu'on vend dans les marchés de Douala va augmenter de prix. Ça va faire que les mangues qu'on vend dans les marchés de Douala vont augmenter de prix. Donc, c'est une chaîne de responsabilité qu'il faut arrêter au départ. Et non pas venir à l'arrivée, commencer à jeter des comment on appelle ça, des boules puantes sur tel groupe et effrayer les gens avec des histoires de réformes foncières. Oui, il faut protéger les communautés. Celui qui est responsable du malheur des communautés, c'est bien l'État. Alors, pas quelqu'un d'autre. Alors, la terre étant la première richesse des hommes et des peuples, comment justement est-ce qu'il faut évoquer cette question foncière? Pour Jean-Baptiste Ketchaten, il faut d'abord stopper le commerce des terres. Ensuite, il faut frapper ce qui s'adonne à la spéculation. Qu'est-ce que vous dites? Alors, j'ai un ami qui me dit mon fils a eu le bac, il faut qu'il aille fréquenter à l'étranger. Je lui demande, mais tu fais comment pour avoir beaucoup d'argent? Il me dit, mais j'avais acheté un terrain il y a 25 ans à 500 francs le mètre carré et je l'ai revendu à 30 millions. Et c'est cet argent-là que je vais utiliser pour... Comme M. Ketchaten l'a dit, c'est exactement ce genre de problème. C'est-à-dire que les gens achètent des hectares et très loin même de la ville pour attendre un certain moment, les revendre pour pouvoir exploiter. Mais il faut arrêter tout cela. Il faut arrêter. Si l'État n'essaye pas d'encadrer ça, et ça va devenir le désordre partout. Mais rassurez-vous, la terre est contrôlée. Et pour ceux qui veulent, qui ne savent pas comment on contrôle la terre, et on pourra faire des analyses dessus et expliquer aux gens comment on contrôle la terre. Et en ce moment-là, la terre, parce que quand tout le monde a perdu la mort, comme quelqu'un disait que le manioc est sucré, tout le monde a encore besoin de manger. Mais quand on sait que si je fais ça, je ne vais plus manger le manioc, les gens vont arrêter. Je pense qu'il faut encadrer cela et dire que la terre appartient aux communautés et les communautés sont gérées par nos ancêtres. Et nous fait le capitalisme avec la terre. C'est pour ça qu'on annule les titres fonciers. Vous pensez que... vu ça. Il n'a pas dit clairement que nous allons retirer les terres. Le ministre a dit, il avait annoncé, il avait dit que beaucoup de titres fonciers devront être annulés parce qu'ils ont été obtenus pour la plupart. Il faut annuler tous les titres fonciers. Oui, sans avoir suivi les voies normales. On ne peut pas tout annuler. Il y en a qui ont suivi des règles. Il y en a qui ont pris des raccourcis. Attendez, excusez-moi madame. Quand on dit annuler, ça ne veut pas dire que on va expulser les gens. On dit simplement ceci. Non, ne dites pas que ça ne veut pas dire ça. Parce que ça veut dire ça. Non, attendez. On vous retire le titre sur une... attendez. Voici ce qui est possible de faire. Oui. Je ne suis pas un expert, mais il y a quand même des choses qui sont logiques. Oui. On dit aujourd'hui, l'hôtel de ville dit que 80% des installations immobilières à Douala n'ont pas suivi de procédure. Je crois que j'ai bien entendu ça. Non, c'est ça. Bon, cela veut dire que il n'y a que 20% des gens qui sont en règle. Donc, on pourrait légitimement, légalement raser les 80%. C'est pas la même procédure. Attendez, entendons-nous bien. Cela veut dire que, parce que normalement, quand une installation a été faite de manière irrégulière, c'est possible qu'on rase. C'est vous qui vous plaignez tout à l'heure de ce qu'on rase les efforts des gens. Écoutez, permettez qu'il aille au bout. Là, c'est ma parole que vous avez arrachée. Oui, c'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. Allez-y au bout. C'est une parenthèse. Si on ne dit pas en ce moment-ci qu'on arrête le commerce des terres, Douala va arriver à P430 dans 5 ou 10 ans. Mais Douala même déjà à P430. Bon, si vous dites clairement que nous annulons tous les titres fonciers, ça ne veut pas dire que si quelqu'un est installé quelque part, il n'y a plus aucun droit. On dit, on arrête d'abord la spéculation et le commerce. Ça va faire en sorte que d'abord la ville va respirer. Quand vous retirez tous les titres fonciers, c'est-à-dire qu'on enregistre qui est ici et en vertu de quoi? Si quelqu'un est là de manière régulière, on lui reconnaît un droit d'usage. Oui, Jean-Baptiste. Attendez que je finisse. On lui reconnaît un droit d'usage. Mais vous ne pouvez pas,
vous ne pouvez pas dire que vous allez faire en sorte d'arrêter les ventes sauvages. Parce que l'essence même du capitalisme, c'est d'être violent et sauvage. Voilà, justement, je voulais donc t'expliquer que depuis, si tu observes l'action du ministre depuis 2 ou 3 ans, elle va dans le sens d'annuler certains titres fonciers, d'interdire des ventes à certains endroits. C'est pour arrêter le capitalisme sauvage. En fait, le ministre est en train d'aller dans votre sens. Pas du tout. Ne pas faire le commerce avec la terre. Peut-être aujourd'hui, et par rapport à un certain nombre d'éléments qu'on a sur la table, le ministre ne peut plus revenir comme ça et dire, bon, ici on annule, là on annule, on ne peut plus faire comme si tout le monde était concerné. Et effectivement, tout le monde n'est pas concerné. On annule là, il faut, on continue. D'accord. Et maintenant, on prend un certain nombre de mesures. Tout le monde est concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné par des achats irréguliers. Non, tout le monde n'est pas concerné par les immatriculations irrégulières. Tout le monde n'est pas concerné. Je n'ai pas dit les immatriculations irrégulières. Laisse-moi chuter. Tu vas arranger tout à l'heure, apparemment. Allez-y. Donc, je voulais sortir par l'intervention de Maître Tchungan tout à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé l'image qu'il fait, où il dit que quand il vient à Douala, il lui faut un espace pour faire reposer sa famille. Dès qu'il a eu cet espace, vraiment, il n'a plus besoin de se lancer dans une boulimie foncière qui va l'envoyer prendre un terrain par-ci, prendre un terrain par-là. Au nom de l'argent, on ne peut pas acheter toute une ville, on ne peut pas acheter tout un village. Il faut qu'on arrête avec cette sauvagerie. Et je suis d'accord, une fois de plus, le ministre doit frapper le point sur la table. Sur la même question, comment désamorcer cette bombe? Il y a une confusion qui n'est... Jean-Baptiste Ketchante, il a dit ça aujourd'hui, il est encore revenu là tout de suite. Oui, il dit que si quelqu'un arrivé, s'est installé. Non, la mise en valeur, c'est la procédure de la construction provisoire. Vous arrivez quelque part, il y a un terrain. Vous pouvez, soit, par exemple, c'est quand ça concerne le domaine public, précisément, vous arrivez, vous trouvez un espace, vous dites que, ok, cet espace, j'ai envie de m'installer. Mais comme ce n'est pas un espace qu'on peut vendre, ou bien je fais dans une procédure, je dis à l'État que bon, moi je compte rester ici là pendant une certaine période de temps. Voici ce que je vais y faire. Je veux faire péter un champ, je veux construire péter une maison, je veux faire etc. Les gens ne le font même pas. Ils s'installent seulement en croyant que nous sommes dans l'anarchie totale. Et lorsque les propriétaires viennent frapper à prompt, prenez le cas, lorsqu'il a fallu l'extension du port autonome de Douala ici à Issengue et autres. Voilà. Vous prenez le cas, vous avez les gens qui arrivent, eux-mêmes ils savent que là où ils sont dans le domaine portuaire, seulement pour citer ce cas-là. Et on dit, l'État dit toujours que lorsque vous vous retrouvez dans cette construisez en matériaux provisoires, quelqu'un arrive, il construit les RO+5, machin, comme on a vu à Ngangue, comme on voit à Misoké, quand moi je me rappelle, j'étais étudiant à l'UT, j'étais stupéfait de voir quelqu'un construire le RO+3 en plein marécage. Un type comme ça. Vous voulez donc nous dire qu'un type comme ça, qui met même la vie des populations en danger. Parce que et c'est les gens comme ça qui ne vont jamais à la communauté urbaine, justement, demander le permis de bâtir. Parce qu'il y a une procédure. La communauté urbaine doit s'assurer que vous respectez les normes de construction en matière d'urbanisme. C'est pour ça qu'on donne ce permis de bâtir. Ah bah, vous connaissez tous ici un terrain à Bonapriso. Vous connaissez qui s'est effondré un matin. Oui. Les médias n'en ont pas parlé. On sait pourquoi les médias n'en ont pas parlé, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Un beau matin, imaginez si ça avait été le bâtiment principal, c'est qu'il y aurait eu des dizaines de morts. On aurait, mais tout le monde, on a dû dépêcher le gouverneur d'urgence le matin, très tôt le matin, on a dû dépêcher le maire de la ville, etc., tout le staff administratif, parce que le bâtiment appartenant à un homme d'affaires bien connu. Et donc, vous voyez donc qu'il y a donc tout un ensemble d'éléments qui entrent dans ce processus qu'il ne faut pas négliger. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met dans la réforme? Qu'est-ce qu'on met dans la réforme? Première chose, on peut par exemple limiter l'achat. On peut par exemple, quelqu'un qui achète par exemple des hectares. Si ce n'est pas pour faire l'agriculture, il faut qu'on ait des hectares. Première question, on limite, on peut dire que bon, quelqu'un peut avoir sa propriété par le trop jusqu'à 1 hectare. Et c'est interdit de revendre ses propriétés par morcellement. Parce que qu'est-ce que les gens font souvent? Quelqu'un arrive, il achète, il fait la spéculation, il achète 1000 mètres carrés parce qu'il a attendu que la route va passer ici. Oh, le développement est comment avant 100 mètres carrés, ça devient le Djangui. Et sur les réseaux sociaux, vous allez voir qui font des publicités allant dans ce sens. Oui, effectivement. En fait, c'est croire que l'État était un imbécile parce que l'État aurait pu utiliser la maïture, qui est la mission d'aménagement du territoire, pour aménager et vendre. Pourquoi il l'a pas fait? Mais ça veut dire que l'État a beaucoup de retard. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. L'État a énormément de retard sur tous ces processus. Si on avait un gouvernement qui anticipe, on ne serait pas dans cette situation. Et nous sommes dans cette situation justement parce que nos dirigeants, ce sont eux les premiers prébendiers des terres au Cameroun. Connaissez-vous un seul village où un ministre, un
un député ou bien je ne sais pas qui n'a pas des hectares. On n'en connaît pas parce que ce sont eux les principales personnes qui utilisent le bras séculaire de l'État pour spolier les populations. D'accord. Alors, moi, je veux qu'on sorte sur un autre pan. Est-il possible de débattre sereinement de la question foncière sans l'adosser sur un conflit tribal? Naturellement, quand on revient sur les propos du professeur Claude Abbé, que quand il ressort ce qu'il a dit, chacun doit rentrer chez lui, le celui-là démontre tout de suite qu'on parle des tribus des gens, tout de suite. Or, comme je l'ai dit à l'entame, quand nous avons suivi ça, nous qui pensons qu'il faut développer le Cameroun, à partir de notre spiritualité, on a compris ça différemment. Donc dès lors qu'on se focalise sur des tribus, on ne pourra pas avancer. Or, il faudrait que nous voyions que nous, Cameroun, nous sommes unis dans une spiritualité qui va développer tout le Cameroun. Mais si on veut se greffer derrière des tribus, on ne pourra jamais avancer. D'accord. Sur la même question, un autre pan, Polyum, ces questions d'envahisseurs d'un côté, vendeurs de terrain de l'autre côté. Quel est le regard que vous portez sur ces... Personnellement, je m'oppose farouchement à ce type de discours. Vous savez, nous sommes, c'est justement l'entame dès mon premier propos, j'avais dit qu'il y a un conflit qui est juste aujourd'hui entre la communauté et la République. Je vous prends un cas, un Ébélé qui est né à Yaoundé, qui a fait toute sa vie à Yaoundé. Il est savoir, personne ne le conteste de par sa filiation comme Kylian Mbappé. Pas son sang. Pas son sang comme Kylian Mbappé. Mais il est de nationalité française. Vous n'allez pas le contester. Le gars qui est Bélé, qui vient à Yaoundé, il connaît mieux la vie de Yaoundé que celle de Douala. Quelle qualité il a pour venir donc représenter la ville de Douala? Regardez par exemple les concours administratifs. On vous dit souvent de mettre l'origine. Abama, il est né, il a grandi à Douala, il n'était pas dans le MBAM, c'est un exemple. Où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le goudron. Mais on fait le concours administratif. Non, je ne parle pas du MBAM, c'est un exemple. C'est un exemple. Vous voyez. Maintenant donc, c'est pour ça que vous voyez justement que les populations ne se reconnaissent même pas en l'élite. Parce que ce sont les élites fabriquées depuis les grandes villes généralement. On va le concours administratif. Abama, qui a fait toute sa vie à Douala, il compétit comme on ne refuse pas qu'il soit ressortissant, bon, on ne peut pas le contester, mais seulement que les conditions dans lesquelles il a été ne sont pas les mêmes que les autres personnes. Et du coup, donc, c'est Abama qui devient dans cette élite-là. Et du coup, ses frères le voient comme un imposteur. Parce qu'en réalité, je parle de ceux qui vont même pas au village. Rien qui va au village, c'est une chose. Et c'est pour ça, par exemple, que chez les Grasse-Fils, il y a quelque chose de très appréciable. Que vous avez vu le père de Tchouaméni, ce qu'il a fait. Dès que Tchouaméni a signé au Real Madrid, le lendemain, 2 jours après, il était à Banan. Parce que chez les Grasse-Fils, on comprend l'importance qu'il y a entre l'affiliation et la culture. Et malheureusement, les autres communautés ne comprennent pas cela. Chez les Mbombok, au Cameroun, vous avez une chose. Chez les vous ne pouvez pas affirmer tout de go que les autres communautés ne comprennent pas ça. Quand je dis qu'on ne peut pas, c'est le même degré. Vous n'allez pas voir, dans les autres communautés, vous n'allez pas voir le même degré d'attachement à la terre. La preuve, les gars de l'Ouest qui doivent là tous les week-ends, on est au village. Combien les gars... Vous allez voir comme les autres communautés, c'est le même cas, non. Parce que il y a non, je n'ai pas besoin de citer. Je dis, non, c'est pour montrer qu'il y a un attachement à la terre. C'est quelque chose de bien. Chez les Bassa, lorsque à l'époque coloniale, on arrive, on y convient les chefs. Le blanc, lui, décide de créer sa part de chef administratif. Oh, les Bassa ont l'intelligence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'envoient pas les gardiens de la tradition. Ils envoient des individus lambda qui, c'est parce qu'il y a parlé aujourd'hui du chef administratif. Et eux, ils tiennent encore la tradition. Oh, tous les autres peuples du Cameroun, on a galvaudé la tradition. C'est pour ça qu'il y a même le conflit, vous entendez, dans les villages, il y a le conflit lorsqu'il faut désigner le nouveau chef. Parce qu'en réalité, l'affiliation est même quittée de la famille régnante qu'on connaît à l'origine, elle se retrouve dans une autre famille. Et tout cela, c'est cet environnement-là qui nous rattrape. Parce que lorsque le pouvoir se retrouve maintenant entre des personnes qui, sur le plan de la tradition, ne portent pas ce pouvoir, elles ne sont plus garanties de rien. Le commerce s'installe, le business s'installe. Or, aujourd'hui, c'est l'État qui doit voir tout ça pour mettre en place des règles qui permettent de protéger les populations et les intérêts du pays également. Alors, Yves Abama, comment est-ce que la question de la réforme foncière devient une bataille contre les halogènes? Est-ce que les deux sujets vont de pair? C'est sensiblement la même question. Non, c'est une incompréhension. À mon avis, c'est une incompréhension de ceux qui ne veulent pas pousser la réflexion très loin. Parce que dire qu'il y aura une réforme foncière, ce n'est pas dire que on va chasser les gens. Non. Vous êtes à Douala, vous avez acquis votre lopin de terre dans un environnement réglementaire.
pour quelles raisons vous renverrait-on chez vous au village. Il faut qu'on arrête avec cette façon de penser. Et je pense que, j'espère que ce n'était pas le fond de la pensée du professeur Claude Abbé. Parce que si c'est ça le fond de sa pensée, c'est dangereux. Si c'est de nous dire, bon, que chacun essaye un peu de se reconnecter à sa tradition, on peut comprendre. Mais pas de dire que chacun doit rentrer chez lui. La réforme foncière ne peut pas venir être une réforme foncière à tête chercheuse, censée venir récupérer à gauche ce que les gens ont perdu à droite. Ce n'est pas ça. J'ai donné des raisons sur les éléments sur lesquels on peut s'appuyer, garantir un certain nombre de choses aux communautés, ouvrir la terre pour les jeunes, permettre que ceux qui sont propriétaires, même dans leur village, puissent jouir de leur terre, puissent les faire fructifier. Voilà le sens de la réforme foncière. Et vous savez, foncière, Mbomboka dit tout à l'heure que nous sommes encore attachés à la terre. Il y a des communautés, par exemple, dans ce pays, qui n'arrivent plus à vivre une vie communautaire parce qu'il manque de terrain. Si vous prenez ici à Douala, vous voyez le débat qu'on a eu sur le Ngondo, à un moment donné, on s'est mis à chercher un espace. Voilà, on cherche vous imaginez que c'est à Douala qu'on cherche un espace pour qui est le Ngondo. C'est quand même assez terrible. Il faut qu'on essaie de rattraper ça. C'est le sens de la réforme foncière. C'est pas de venir dire que les Bafia vont rentrer à Bafia, les tels à tête. Non, vraiment, ça, ce serait la sauvagerie. Je voudrais, si vous permettez, en quelques secondes, ajouter à Bamadi par rapport au Ngondo. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, que particulièrement le département de la région littorale, c'est un département aujourd'hui, souvent, excusez-moi, mais les gens ont l'impression, ils oublient que les gens jusqu'à peu le contraire sont aussi dans un village, puisqu'on n'a plus de village. C'est vrai, nous sommes à Douala, mais c'est aussi notre village. Si vous allez à Fumbal, par exemple, c'est aussi le village des gens. Quand il y a la fête à Fumbal, on bloque toute la ville. Moi, j'avais dit, si moi j'étais la ville, je suis même capable de bloquer Douala toute une semaine, parce qu'il y a la fête du Ngondo. Je prends l'exemple. Vous comprenez un peu comment on fait en Chine quand il y a j'ai oublié le nom de leur fête. Il y a la fête. Oh, les gens font parfois comme si l'existence de la vie tue l'existence des villages, des autres. Oui, et c'est là où il y a justement un problème. C'est qu'il faut comprendre, en fait, c'est pas dans ce sens qu'il faut respecter également le fait que les gens, bien que étant dans une ville qui est moderne, il y a quand même également des gens qui sont des villageois et on doit respecter l'espace de vie tel qu'ils ont toujours vécu. Oui, s'il te plaît, un élément. Ce qu'il dit me rappelle une altercation que j'ai eue ici à Deido, au lycée où j'enseigne. Je vois les populations de Deido qui ont deuil et qui sortent pour aller enterrer un de leurs au cimetière en face. Et un monsieur passe, et naturellement la route est bloquée. Et il y a un bonhomme à côté de moi qui se permet de dire mais pourquoi vous bloquez, pourquoi vous dérangez? Je lui ai dit mais attention, ça c'est le village des gens. Ces gens sont encore dans leur village et ils n'ont pas la chance que nous autres nous avons encore. Moi je peux me lever, je prends mes enfants, je dis allons à Bafia. Le gars de Deido n'a plus cette chance. Et du coup, s'il n'a que la route qu'il bloque pour quelques heures parce qu'il part enterrer un des siens, pourquoi s'en plaindre? Jean-Baptiste Ketchaten, on sera avec vous. À votre avis, l'aboutissement de cette réforme foncière, elle consacrera le retour chez soi? Si, quand on dit retour chez soi, c'est des fantasmes que ces gens, même s'ils sont capables d'aller jusqu'au bout, parce que j'ai dit ça à un de leurs publicitaires là, en disant que ce genre de choses peut s'achever par des violences, et y compris des massacres de groupes de population. Parce que ça commence toujours par une idée dangereuse, mauvaise, qui ne se justifie pas. Ni qu'il y a un problème d'aménagement du territoire, ça devient le problème de telles communautés, de l'instrumentalisation des origines, de dire que les c'est les politiques qui font ça. C'est les politiques du RDPC et non, compagnie. du tout. Le RDPC ne fait pas dans ça. Non, c'est important de le dire parce que les gens ne disent pas les choses au hasard. Les discours que vous entendez là, que chacun rentre, on connaît ça. Ça existe depuis. Dans la réponse que je vous ai envoyée et qui venait à la suite du conflit, du débat de M. Abbé, en 62, Wandie Ernest de son maquis écrivait pour dénoncer les manipulations de ce type. Dès qu'il y a un problème dans le Mungo, l'immigration massive des gens qui sont descendus des plateaux de l'Ouest vers la zone du Mungo, en diverses vagues depuis l'époque coloniale, est devenu le problème des envahisseurs, soi-disant envahisseurs bamileke. On a déjà entendu ça plusieurs fois. Et c'est chaque fois que le gouvernement ne peut pas donner une réponse adéquate au problème de l'occupation des terres,
qu'on brandit ça, qu'il y a des gens qui envahissent les autres. Qui vous brandit ça? Quel membre? Mais vous croyez que le discours que ces gens-là... C'est pas le hasard. Ils disent des choses, ils disent des choses. Est-ce que vous pouvez nommer un individu? Tout à l'heure, on parlait du Mais on a dit à B, au Nangini, il y a de nombreux... Faites attention. À Sigana, de mémoire de journaliste, essayez de voir les personnes qui ont le plus attaqué le professeur Claude Abbé. Vous allez voir, il y a qui? Le professeur Abou Yamanassé Ndong. Vous savez dans quel parti il milite? RDPC. Il est dans l'ORDPC. Mais je vous assure attendez, écoutez, ça ne veut pas dire... Non, il n'est pas ça. C'est pour dire que... Il a attaqué pour dire que son idée est... Elle est mauvaise. Si son idée est mauvaise, la question est simple. Si l'idée de chacun rentre chez soi est mauvaise, pourquoi le RDPC ne fait donc pas la justice foncière? Mais parce que le RDPC est en train de faire cette justice foncière. Il est en train de la faire. Je vous dis qu'en 1900... On sortait du débat, messieurs. Vos camarades là, vous allez voir. L'histoire que vous l'avez dit en 1962 là, je peux vous demander de... Vous allez voir... Remontons à l'arrivée des colons. Vous allez voir... Si vous voulez qu'on fasse le débat sur le tribalisme au Cameroun, je vous assure, c'est l'arrivée des colons sur la côte du Cameroun. Non, c'est toujours comme ça que vous procédez. N'essayez pas de faire ce débat. Vous allez voir ces jours-ci. Circuler dans les médias, que ce soit les médias officiels ou bien les réseaux sociaux, vous allez voir une lettre d'Aïssi Vodo, ministre de l'administration des terres, donc en 1970, il disait que oui, il y a des gens là-bas qui ont pris des terres de manière irrégulière et tout ça. Vous allez entendre des choses invraisemblables. Vous allez entendre des gens qui vous disent que oui, les UPC venaient tuer les gens pour que d'autres prennent leurs terres. Et tout ça, c'est des choses qui sont organisées. Monsieur, comme on dit dans la chanson, on vous connaît très bien. Oh. Il n'y a rien dans tous vos affaires-là. Soyez capable de prouver ce que vous dites. Je vous Parce dis, que vous contendez des généralités. Je vous ai donné des exemples. Ces exemples ne tiennent pas. Je vais vous dire qu'ils ne tiennent pas. Le Cameroun d'aujourd'hui, ce n'est pas le Cameroun des années 70. Non, ce discours-là, il est malsain. Et il est malsain, d'autant plus que vous l'entretenez. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est comme si vous voulez mettre dans la tête des Camerounais. Regardez bien qui dit ça. J'aimerais qu'on dise... Je vous ai donné des exemples. Monsieur Onangini, Onangini l'a dit haut. S'il te plaît, Onangini l'a dit haut. Claude Abbé, on était à la télévision. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a soutenu... Il a dit quoi? Il a soutenu la... Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-nous ses propos. Je peux répondre? Non, là tu le jettes en pâture. Donne ses propos. Il a dit que... Il y a des gens qui veulent empêcher le débat que Abbé a lancé. Ce qui est totalement faux. Et il n'est pas seul à dire ce genre de choses. Et quand il dit qu'il y a des gens qui veulent empêcher le débat qu'Abbé a lancé, qu'est-ce qu'il y a de dangereux là? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Parce que c'est faux. Personne ne peut empêcher un débat qui existe depuis. Et c'est pour ça qu'il devient totaliste. En quoi c'est dangereux? En 90, lors du retour au multipartisme, c'était le même débat. Il y a des gens qui veulent... Jean-Baptiste. Il n'y a rien de nouveau. C'est vous qui êtes dangereux. Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce débat se tienne? Oui. Sur la réforme foncière. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le vrai débat se tienne. Et ces gens-là, c'est ceux qui prennent les terrains. C'est eux qui envoient les gens dans les médias raconter des histoires que les Bamileke là, ils viennent envoyer les gens. On ne peut donc pas situer le professeur. On a gagné là-dedans. C'est un envoyé. C'est un simple envoyé. Comment? Merci. C'est un envoyé. En une minute, messieurs, je vous rappelle tout ça. En une minute, j'aimerais qu'on parle du 20 mai. Paul et Youm, on va y aller rapidement. En une minute chacun. Alors, 50 ans après l'État, est-ce que l'État camerounais a réussi à implanter le régime d'union au Cameroun? Oui, vous voyez, le débat que nous avons sur le foncier montre que l'État peine encore à trouver sa voie, vraiment à s'installer. Nous n'avons pas un État qui est fort parce que tout est basé sur le président. Vous voyez que les magistrats font un travail, condamnent même des gens, mais on attend, entre guillemets, la magnanimité légendaire du chef de l'État. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes un pays qui est basé sur un individu. On parle du foncier, les individus sont encore plus forts que l'État. Or, nous devons aller dans un schéma où l'État est beaucoup plus fort que les individus. Et cet État-là, c'est tous ensemble que nous devons le construire. Alors, si l'État a échoué, à quoi justement est lié cet échec? À la forme du régime ou même aux politiques des différents gouvernements qui sont passés? L'État échoué a fait quoi? Implanter l'Union au Cameroun. Non, l'État ne peut pas avoir échoué. On ne peut pas accepter une telle opinion. Parce que vous allez vous rendre compte, si vous prenez, permettez... Allez-y, si vous prenez le Cameroun dans sa marche de 60 jusqu'à ce jour, vous allez vous rendre compte qu'on a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y avait des étapes où les uns et les autres étaient cloîtrés chez eux.
les Camerounais ne circulaient pas, aucun brassage. Il y a eu une autre étape qui commence dans les années 80 avec des grands déplacements et qui va faire que le Cameroun, plus que jamais, soit imbriqué. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une ville camerounaise qui n'est pas cosmopolite. C'est au moins un signe de l'unité nationale. Les discours que les gens nous tiennent sur les réseaux sociaux, parfois sur les plateaux de télévision, sont trompeurs. Il m'est arrivé de faire de temps en temps des voyages à l'intérieur du pays et c'est là où je me rends compte que ce que nous disons sur les plateaux, parfois sur Facebook, là, c'est à 1000 lieues de la réalité que les Camerounais vivent sur le terrain. Les Camerounais sur le terrain ne connaissent pas vos affaires de tel contre tel, ils ne savent pas ça. Les Camerounais sont unis, ils continuent à vivre comme ils vivaient par le passé. Donc, une fois de plus, on n'a pas échoué. L'unité est une tension vers. L'unité est une quête permanente. Tendre vers, c'est une tension. Donc, on tend vers. On est en permanence quête de l'unité. On ne la fera jamais à 100%, mais... Implanter l'unité nationale, l'État a-tu réussi, oui ou non? Il n'a pas réussi. La preuve, c'est que nous avons perdu au moins 6 millions de compatriotes dans la guerre du Nozo. À quoi est lié cet échec? Au choix politique, ceux qui gèrent l'État, de ce qu'est l'État du Cameroun, ils ont fait des choix politiques qui font que les Camerounais vivent, certes, ils se mélangent, il y a des brassages. Ils ne se mélangent pas, ils sont unis. Allez-y. Mais il y a des manipulations et des tensions qu'on ne peut pas nier. S'il n'y avait pas de manipulations et de tensions, qui sont, je dis encore, de la responsabilité de ceux qui tiennent l'État, on n'aurait pas eu des milliers de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. On n'aurait pas... Pour un ancien comme vous, c'est déplorable. Hein. Vous savez quelles sont les origines de la crise anglophone? C'est vous qui pouvez le dire. Mais on l'a dit mille fois. Vous avez ceux qui disent que ça a commencé en 2017. Oh là là. L'origine de la crise anglophone, ce sont les choix politiques que vous avez accepté de faire avec les colons. Si vous n'aviez pas fait ces choix-là, il n'y aurait pas un Cameroun où quelqu'un Quel choix, par exemple? Il faut prendre ces choix. Un exemple simple. Oui. En 1960, on avait peut-être même pas 50 000 ou je ne sais pas, même 20 000 ou 25 000 personnes qui parlaient anglais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et attendez, écoutez-moi. Mais quand on dit les anglophones, normalement ça veut dire qu'anglophone c'est quelqu'un qui pratique, qui parle l'anglais. La solution la plus simple, c'était donc de faire des formations curriculaires à l'école, pour l'État, un fonctionnement sur la base soit des deux langues. Ça veut dire que quand quelqu'un entre en classe, il n'entre pas dans un lycée anglophone, il n'y a pas un système anglophone. Écoutez, permettez qu'il aille rapidement. Vous avez réussi dans le même pays à créer un système pour les anglophones, une assemblée pour les anglophones, un gouvernement pour les anglophones, ce qui a renforcé le sentiment et la conscience d'anglophonie. En plus de ça, vous avez commencé à créer des... Ça veut dire que tu es en train de nier l'existence d'un État anglophone, d'une région anglophone précoloniale. Tu es en train de nier l'existence d'une région. L'anglophonie a été créée par les colons. Elle a été entretenue par le gouvernement. Je pose la question autrement. Est-ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont eu une histoire avant les indépendances? Bien sûr, elle est la même. S'ils ont eu cette histoire, comme l'histoire de pourquoi est-ce que vous avez fait la spécificité? Pourquoi ne pas juxtaposer les deux États? Non, on ne juxtapose pas les gens. On ne juxtapose pas les colonisations dans un pays qui veut s'émanciper. Vous voulez que les Camerounais soient unis. Vous leur dites, vous êtes des anglophones, vous êtes des francophones. Et vous voulez que les gens soient unis comment? L'idéalisme de l'UPC s'est opposé au pragmatisme de ceux qui étaient. On a le résultat, une guerre avec des milliers de morts. Vous êtes des gens très pragmatiques. L'unité de l'UPC, on n'aurait pas pu l'implémenter. Jean-Baptiste, merci. Yves Bama, merci. Alors, Mbambok, on sort avec vous. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à l'État unitaire, on va le dire, qu'est-ce qui lui permet de survivre? Quels sont les facteurs à accentuer aujourd'hui au Cameroun? Alors, pour que l'État unitaire vive, si on peut dire que on parlait de l'État unitaire, c'est déjà d'étudier le multipartisme. Parce qu'aujourd'hui, ce multipartisme-là crée des divisions. Il faut d'abord tuer ça. Dès qu'on tue ça, on peut espérer. Revenir à un seul parti? Oui, on peut faire de la démocratie. On peut faire de la démocratie. Attendez. C'est que Yves Bama vient de dire là, c'est un peu dangereux parce que même au RDPC, vous allez comprendre des gens dire que nous sommes des UPCistes. Nous vénérons Oumniobe, Wanj, même dans le RDPC. Qu'est-ce que vous entendez par tuer le multipartisme, justement? C'est-à-dire... Je voulais donner suite à votre idée. Alors, tuer le multipartisme, c'est-à-dire arrêter ces micro-partis qui sont tribaux, tout simplement. Comme lequel?
Non, je vous en prie. Je vous en prie. Tu es tous ces petits partis-là. On peut faire de la démocratie, mais dans un grand parti. Voilà. Mais le multipartisme, c'est ça qui crée la division. Donc l'unité dont on parle là, c'est un problème. Elle est modératrice. Alors, nous, les indigènes au village d'avant, on a discuté l'autre jour par rapport à cette fête-là. Oui. Alors, quand on discute, parce que nous avons axé nos réflexions sur la spiritualité. Pour donner un nom à l'enfant, ça a des codes, ça a des règles. On nous dit donc, pourquoi avoir choisi 20 mai 20 mai pour le Cameroun représente quoi? Est-ce que ça représente vraiment l'unité? Tout le monde a dit non. Donc en réalité, cette fête du 20 mai-là est questionnable. D'accord. Nous devons l'enlever et peut-être choisir une autre date qui parle aux Camerounais. Donc tant qu'on est dans le 20 mai-là, on ne peut pas parler d'unité. Merci en tout cas, Bombok Dieudonné Yebga, d'avoir été avec nous ce dimanche. L'indigène est content d'être là. Merci également à vous, Yves Abama, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été là. Et de m'avoir invité. Merci également à vous, Jean-Baptiste Ketchatin. C'est moi. Merci Paul Eyoun d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.